Claude Code est littéralement l'outil IA le plus puissant qui existe pour les entreprises. J'ai généré des milliers d'euros avec et j'apprends à plus de 2000 personnes comment l'utiliser au quotidien. Bref, c'est plus ou moins ce que je fais toute la journée et une fois que vous aurez compris ce que je vais vous expliquer dans ce cours, Code va littéralement faire exploser votre productivité. Vous allez gagner en efficacité sur des domaines où vous ne pensez probablement pas pouvoir en avoir et vous verrez que vous pourrez automatiser plein d'aspects de votre travail. L'objectif ici, c'est absolument pas le développement de logiciels en tant que tel. Vous avez absolument pas besoin d'avoir un background technique ni même de comprendre comment le code fonctionne pour comprendre tout ce que je vais vous expliquer dans ce cours et je vais m'assurer de commencer naturellement et d'empiler les concepts les uns sur les autres pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et que vous n'ayez aucune difficulté, peu importe votre niveau technique. Sans plus tarder, voilà ce qu'on va voir dans ce cours. En premier, on va voir ensemble comment vous allez littéralement pouvoir setup Claude Code en 3 minutes sur votre propre ordinateur. On va s'intéresser au dossier Claude.md qui est littéralement le cœur de tout projet sur Claude Code. On va faire ensuite un atelier pratique où on va construire un site web ensemble et vous apprendrez pas seulement en me regardant faire, mais où vous pourrez appliquer vous-même sur votre propre site web. On va s'intéresser au plan de mode et aux différentes permissions qu'on peut accorder à Claude, puis au context management qui est vraiment le nerf de la guerre et qui est une des parties les plus importantes de ce cours. On va voir les slash commandes et les hooks qui sont littéralement des actions que vous pouvez faire préenregistrer à Claude, puis les skills et les MCP. Là, ça devient vraiment intéressant. On va toucher au cœur de l'automatisation que vous allez pouvoir directement appliquer à votre travail. Quelque chose qui perce beaucoup en ce moment sur les réseaux, c'est les sous-agents et la parallélisation. On va en parler. On va voir comment vous pouvez déployer votre site et je vais devoir finir par un petit warning sur la sécurité parce que si Claude est extrêmement puissant, il y a aussi des dangers. La première chose à faire pour pouvoir commencer à utiliser Claude Code, ça va être de prendre l'abonnement pro. En fait, aujourd'hui, Claude Code n'est pas encore disponible sur l'abonnement gratuit, sur la version gratuite de Claude Code. La première chose à faire pour pouvoir commencer à utiliser Claude, ça va tout simplement être de prendre l'abonnement pro au minimum de Claude. En fait, Claude Code n'est pas encore disponible sur la version gratuite, mais honnêtement, pour 18 € par mois, le prix est absolument dérisoire par rapport au gain de productivité que vous allez en avoir. Je conseille vraiment à toute personne qui commence et qui sait que l'IA est un avantage pour lui de vraiment prendre cet abonnement. Très honnêtement, je pense que ça me fait gagner entre 10 et 15 000 € par mois, une fourchette vraiment basse juste en termes de productivité. En plus d'avoir littéralement un développeur senior qui peut remplacer chacune de vos applications et chacun de vos abonnements pour seulement 18 €, vous avez littéralement un second cerveau en ligne propulsé par l'IA la plus intelligente sur Terre avec le plus de QI. Bref, pour moi c'est vraiment un no-brainer et je vous invite vraiment à l'essayer. On va maintenant se rendre sur le site officiel de la documentation de Claude Code. Concrètement, ici vous trouverez la plupart des informations que vous rechercherez, que ce soit sur des concepts, sur des astuces techniques que vous pourrez utiliser. Elle est honnêtement extrêmement complète, vous pouvez directement l'adapter à votre langage et la traduire. En fait, le monde de l'IA évolue tellement vite que entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où vous la regardez, il y aura certainement de gros changements. Du coup, il faut vraiment que vous essayiez de faire abstraction des mots qui peuvent être utilisés par l'interface, des couleurs ou des symboles qui vont être utilisés parce qu'ils vont certainement changer, surtout que les ingénieurs de Anthropic utilisent eux-mêmes Claude Code pour développer leur Claude, donc ça va vraiment extrêmement vite. Mais l'important et vraiment la valeur de ce cours, ça va être dans les idées, dans les concepts qu'on va aborder. Et si vous comprenez le principe de navigation, croyez-moi que vous aurez absolument tout compris et vous serez devant 99% des gens qui utilisent Claude Code. La première chose à faire, que vous soyez sur MacBook ou sur Windows, ça va être de copier une de ces deux commandes-là. Sur MacBook, vous allez devoir le coller dans l'application qui s'appelle Terminal. Sur Windows, je crois que c'est quelque chose comme commande prompt ou quelque chose comme ça. C'est une interface qui est relativement similaire. On va se retrouver sur ce grand tableau qui paraît honnêtement un peu aride et qui peut faire un petit peu peur au début, mais vous allez voir qu'en fait, il y a vraiment rien de sorcier et c'est vraiment extrêmement simple. On va pouvoir coller notre commande, appuyer sur Entrée pour télécharger Claude Code. Derrière, il va se passer plein de choses compliquées sur votre ordinateur et puis c'est bon, vous avez installé. Une fois que l'installation est terminée, vous avez juste à taper le mot Claude, appuyer sur Entrée encore une fois. Il va vous demander d'accéder à votre dossier et premier point important à remarquer, c'est que Claude va demander de pouvoir accéder à votre ordinateur. Tout ce que vous allez voir peut sembler un peu intimidant, mais c'est simplement pour avoir les bases et vous rendre compte que honnêtement, c'est pas du tout sorcier et c'est hyper simple à comprendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Entrée. Oui, je crois, j'ai confiance en ce dossier. Claude va nous demander notre autorisation. Il va falloir vous connecter. Si c'est pas le cas, que Claude vous demande pas, vous avez juste à taper /login, appuyer sur Entrée. Il va nous demander nos moyens de se connecter. Ici, on a payé l'abonnement pro, c'est pas pour rien. Honnêtement, c'est le moins cher et le plus simple à utiliser. On va appuyer sur Oui, Entrée. Il va nous amener sur cette page. On aura tout simplement à l'autoriser à accéder à notre abonnement. Honnêtement, jusqu'ici, c'est complètement safe. C'est Anthropic qui a mis ça en place. Et puis c'est bon, tout est prêt pour Claude Code. C'est littéralement la seule chose dont vous avez besoin, un abonnement pro et un ordinateur pour commencer. Ok, on se retrouve sur cette interface. Il nous dit Escape to Cancel. On va appuyer. Maintenant, la seule chose qu'on a fait, c'est tout simplement ouvert une interface de chat avec Claude Code derrière. On peut voir plusieurs choses. On a le petit logo de Claude Code qui s'affiche. Je sais pas très bien si c'est un poulpe ou une méduse, j'ai jamais vraiment su dire. Mais en tout cas, il est super cool, il le regarde. On a la version de Claude Code sur laquelle on est. Le modèle de Claude Code. Ici, on est sur le modèle Opus 4.7. On va y venir juste après. Il existe plein de modèles sur Claude. 1 million de contextes. C'est la
fenêtre le nombre de mémoire en fait qu'il peut engranger avec beaucoup d'efforts. Donc ça, c'est sa capacité à résoudre des problèmes et sa capacité tout simplement à réfléchir sur des questions qu'on va lui poser. Claude Max, c'est l'abonnement sur lequel on est. User Lucien Mallet, c'est l'endroit dans lequel il vit. Et concrètement, la vraie différence de Claude Code, elle se trouve là. En fait, au lieu d'avoir une belle interface graphique, on va voir comment avoir une belle interface quand même, mais on l'a directement sur notre terminal. C'est-à-dire que là, Claude est installé localement, donc sur notre ordinateur. Et la vraie puissance de ça, c'est que du coup, c'est pas juste une interface avec laquelle on va pouvoir discuter comme on le ferait sur l'application normale. Ici, Claude a littéralement accès à nos dossiers, il a accès à notre répertoire, il peut aller modifier des fichiers, il peut aller trier des fichiers, il peut aller en créer des nouveaux. Bref, il peut faire tout un tas d'actions directement sur notre ordinateur, que ce soit du codage ou tout simplement répertorier des fichiers. Bref, absolument tout ce que vous voulez sur votre ordinateur. Autre chose dont on parlera juste après, c'est le mode bypass permission qui est activé, qui est tout simplement un mode que j'utilise pour plein de tâches, qui permet à Claude de commettre des actions sans me demander mon avis à chaque fois. C'est tout simplement beaucoup plus rapide, mais vous inquiétez pas, on va y venir juste après. Et concrètement, je peux commencer à parler avec ce Claude. Je peux lui dire « Hey, comment tu va. Là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais il va pouvoir nous répondre. On peut voir que là, il est en train de nous répondre, et puis voilà, salut, ça va bien, et toi, sur quoi tu veux bosser aujourd'hui? Je vais essayer de faire une petite capture d'écran pendant que je lui pose une question, parce que vous allez voir qu'il se passe plein de choses hyper intéressantes. Ok, je lui ai posé cette question, combien de fichiers est-ce que j'ai? Première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il a tout simplement été allé voir directement dans mon répertoire. Il n'a pas eu à me demander, comme je l'ai dit, il a accès localement à notre ordinateur, et peut tout simplement regarder les fichiers lui-même. Deuxième chose, on remarque que maintenant, à chaque fois qu'on va lui poser une question, on va avoir cette petite interface là qui va mettre un parmi 2000 mots peut-être, que ce soit warping, cogitating, acting, bref en fait c'est tout simplement un petit jeu que Anthropicame. Ce qui est bien c'est que d'ailleurs c'est même personnalisable je crois, où ça indique tout simplement que Claude est en train de travailler, ça n'a pas vraiment intérêt. 4 secondes c'est le temps pendant lequel il a réfléchi, et 170 tokens, ici c'est quelque chose d'assez intéressant. En fait les tokens c'est globalement similaire à un mot, en fait c'est un peu moins, c'est à peu près 4-5 caractères, donc là 170 tokens, on est peut-être en réalité sur 200 mots, et ça veut dire qu'il a analysé 200 mots. La petite flèche vers le haut, ça veut dire que c'est des tokens qu'on lui a envoyés, parce que Claude a non seulement la capacité de nous envoyer du texte, mais aussi la capacité d'en recevoir et de faire du tri de données. Ici, cette petite flèche qui va vers le haut, ça veut dire que c'est 170 tokens que nous, on lui a envoyé, et donc ce sont 170 tokens qui étaient sur notre ordinateur et auxquels il a eu accès. Et inversement, s'il voulait nous envoyer 170 tokens, il y aurait une petite flèche vers le bas qui indiquerait qu'il nous a envoyé un message de 170 tokens, donc à peu près 200 mots. Maintenant, il existe 3 moyens principaux de mettre en place Claude Code sur votre ordinateur, et je vais vous dire directement lequel est le meilleur pour travailler et celui que j'utilise tous les jours. Parce que le terminal pur, on l'a vu, honnêtement, c'est celui qui a le plus de fonctionnalités et qui est entre guillemets le mieux, le plus accessible, mais le problème c'est que c'est pas hyper agréable pour travailler. Mais du coup, on a 2 autres manières. La première, c'est de passer par une Graphical User Interface. C'est tout simplement une interface, une application dans laquelle on peut mettre Claude Code. Je vais venir juste après. Je vous présente d'abord la dernière option pour installer Claude Code. C'est tout simplement sur l'application desktop. Vous avez juste à télécharger Claude pour votre MacBook ou pour votre Windows. Et puis vous allez pouvoir vous rendre juste ici dans l'onglet code. Honnêtement, les fonctionnalités sont hyper bien et ça suffit pour plein de cas d'usage, mais c'est quand même assez limité et c'est pas ce qu'on va préférer utiliser quand on va commencer à vraiment travailler sur des gros fichiers comme on va le voir dans cette vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par une Graphical User Interface. Le nom fait peur et peut être un petit peu intimidant, mais vous allez voir que encore une fois, il n'y a rien de sorcier, je vais vous expliquer directement à quoi ça correspond. Une Graphical User Interface, c'est une combinaison de 3 choses. En premier, c'est une combinaison de votre ordinateur avec des fichiers tout simplement comme si j'allais sur Finder sur MacBook, sur Dossier sur Windows. C'est tout simplement ce type d'interface sur lequel on peut voir tous les dossiers, accéder à certains fichiers, en créer des nouveaux, en modifier, c'est simplement ça. Le deuxième élément, ça va être notre Claude. En fait, on va installer le modèle directement et on va tout simplement donner accès à ce modèle, à ce répertoire de fichiers là sur lequel il va pouvoir faire des actions. Et enfin, on va avoir un bloc de texte qui est tout simplement une application dans lequel on va pouvoir écrire des choses et passer des messages à l'IA, comme si vous vouliez tout simplement écrire des choses sur votre application Note sur votre MacBook. Et si vous comprenez pas encore très bien l'intérêt d'avoir cette IDE, cette interface de code visuelle, vous allez voir que ça va être hyper pratique quand on va commencer à créer le premier site web. Aujourd'hui, il faut savoir que le marché tend vers 2 principales Graphical User Interface. La première, c'est VS Code, celle que la plupart des développeurs utilisent, et la deuxième, c'est Google Antigravity. C'est celle qu'on va préférer utiliser parce que les options, ils sont un petit peu plus avancées. C'est en quelque sorte VS Code, mais en plus joli et plus basé sur l'utilisation de l'IA, ce qui est quand même le point entier qu'on va faire dans ce cours, donc on va en profiter et utiliser Google Antigravity. Pour l'installer, c'est aussi simple que ça, il vous suffit de taper Antigravity sur internet, vous allez vous rendre sur cette page-là, et vous allez pouvoir appuyer sur Download pour l'appareil que vous avez, donc tout simplement appuyer ici. Moi je suis sur macOS, donc je télécharger pour Apple Silicon. Je vais pas le faire parce que je suis déjà dessus et parce que ça me servira à rien d'avoir l'application 2 fois, mais c'est honnêtement aussi simple que ça. On se retrouve directement dans l'interface. Dès qu'on l'a ouverte, vous allez vous retrouver sur quelque chose comme ça. Honnêtement, c'est assez similaire sur Visual Studio Code, VS Code, qui est l'autre alternative pour les Graphical User Interface. On peut voir plusieurs choses. Déjà, ici sur cet onglet Explorer en haut à gauche et sur cet onglet Open Folder, ça nous permet d'avoir accès tout simplement à l'explorateur de fichiers dont je vous ai parlé. Autre chose,
chose, on a une boîte de texte. Bon, ici c'est sur Antigravity, qui est pas exactement Claude Code, c'est pas ce qu'on va préférer utiliser, mais honnêtement c'est extrêmement similaire, qui est tout simplement le texte qu'on peut rentrer. Et puis derrière, on le voit pas, mais on a le modèle qui va pouvoir tourner. Si je prends un exemple, je vais ouvrir un de mes premiers fichiers, je vais me rendre ici tout simplement sur le dossier code, et je vais pouvoir ouvrir par exemple ce dossier-là, Scala.io website. On va l'ouvrir, et on peut voir que en effet, on a notre explorateur de fichiers qui vient d'afficher tous les fichiers dans lesquels on était. Si je zoome un peu, aujourd'hui, honnêtement, ça apparaît peut-être assez aride, mais vous inquiétez pas, encore une fois, c'est hyper simple. Là, on a concrètement tous nos fichiers qui sont mis dans des sous-dossiers. On a plein de noms de fichiers, .md qui est tout simplement .markdown, c'est un certain langage de fichier, .html qui est un certain autre langage de codage. Vous inquiétez pas, il y a absolument pas besoin de connaître tout ça. Claude peut littéralement le faire pour vous, c'est ça toute la puissance de Claude Code. Et ce qui est bien, c'est que je peux directement ouvrir ces fichiers, aller par exemple sur ce fichier setter.html, et je peux aller modifier manuellement des choses. Donc là, par exemple, si j'ai envie de changer ça, je peux le changer et mettre hey, ça va, si je le veux. Et puis, ça va être directement enregistré. C'est ça le bloc de texte dans lequel on est. Maintenant, pour installer Claude Code, il va falloir vous rendre dans ces petits blocs-là, extension, appuyez sur Search Extension, vous allez pouvoir vous rendre ici sur le Claude Code for VS Code by Anthropic. Faites bien attention à cliquer, même tout au long de ce cours, sur uniquement des installations qui sont certifiées, qui sont faites par Anthropic, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent en place des malwares, qui sont tout simplement des virus informatiques, que vous pouvez très facilement télécharger et qui peuvent causer de gros dégâts. Donc faites hyper attention à ce que vous téléchargez. Mais celle-là, honnêtement, est hyper safe, parce que tout simplement, c'est sorti par Anthropic eux-mêmes. Donc vous avez juste à l'installer, puis vous allez pouvoir vendre juste ici, sur le petit Claude Code, et faire New Session. C'est bon, on a notre IA directement, et on va pouvoir tout simplement passer cet onglet ici, à droite. On peut voir que c'est hyper pratique, parce que du coup, j'ai mon onglet que je suis en train de regarder tout simplement à ma gauche, et j'ai le Claude Code avec lequel je peux parler à ma droite. Donc là, par exemple, Claude Code a accès à chacun des dossiers qui sont ici. Je peux même lui demander quel dossier je regarde. Et il va pouvoir me répondre. Donc il va aller chercher parmi tous les dossiers. Je suis dans User, Lucien Mallet, Code, Scala.io website, le repos public, Scala.io, encore vide, à initialiser en Expo.js. C'est tout simplement un langage de codage d'après Claude.md. Le fichier ouvert dans l'IDE et setter.html. Je suis bel et bien sur setter.html, la référence visuelle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce Claude Code là, il est uniquement dans le dossier dans lequel je lui donne accès. C'est-à-dire que là, il vit actuellement parmi ces dossiers et il ne peut pas en sortir à part si je lui autorise et que je lui donne explicitement l'accès à d'autres dossiers. Pour ça, c'est hyper simple, on a juste à se rendre juste là. Appuyer sur CTRL-clic ou clic droit sur Windows et faire Add Folder to Workspace, c'est juste ici, et on va pouvoir ajouter un autre dossier si je le veux. Donc là, par exemple, je vais pouvoir aller ici, me rendre dans l'onglet Lucien Mallet, qui est un petit peu l'onglet qui répertorie tout ce que j'ai, dans Perso et Work, et donc là, je vais pouvoir lui donner ce dossier-là, par exemple, avec tout le contexte, qui lui rajoute plein de fichiers sur lesquels il peut accéder ou faire des modifications. Sur l'interface à droite de Claude Code, d'ailleurs, je précise que ça, c'est un cours sur Claude Code qui est vraiment focus là-dessus. Mais techniquement, les idées marchent, quel que soit l'outil de codage que vous voulez utiliser, donc que ce soit ChatGPT Codex ou même sur Gemini CLI, globalement, les idées sont les mêmes et les interfaces de codage sont vraiment similaires. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on peut interférer sur plein de choses. Ici, on a la petite croix sur laquelle on peut lui ajouter des fichiers, donc on peut directement lui joindre un fichier, lui joindre un dossier de contexte, ou même lui demander tout simplement d'accéder à Internet. Ce petit slash ici, ça répertorie plein de commandes et d'actions qu'on peut faire qui vont pas permettre à Claude d'agir sur nos fichiers, mais qui vont changer un petit peu la façon dont il se comporte et pouvoir lui permettre de raisonner différemment, de commettre plein d'actions différentes. Donc ici, on retrouve le fichier qu'on peut attacher. Clear Conversation, ça va tout simplement effacer tout le reste de la conversation et redémarrer de zéro une autre conversation. Rewind, c'est pour revenir à un message précédent, donc ça va effacer tous les messages qui sont après un certain chat que vous avez eu avec lui, par exemple. Et là, première chose, on peut appuyer sur Switch Model. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, Claude fonctionne avec plein de modèles différents. En réalité, il y en a 3 principaux qui ont des fenêtres de contexte différentes. Le premier, c'est le modèle Haiku. Le modèle Haiku, il est extrêmement rapide, il a 200 000 de contexte. On va le voir. Ces modèles-là, ils diffèrent par plusieurs choses. La première chose par laquelle ils diffèrent, c'est tout simplement la rapidité avec laquelle ils répondent. Il y en a qui répondent beaucoup plus vite, d'autres beaucoup moins vite. Souvent, ceux qui répondent plus vite consomment moins de tokens, en sachant que la consommation de tokens influence sur 2 choses, à la fois le prix que vous payez. En fait, vous payez Anthropic un petit peu au token et vous avez une limite d'utilisation, c'est-à-dire que sur le plan pro, vous avez X tokens que vous pouvez utiliser par jour ou par semaine. Donc il y a ces premiers modèles qui répondent hyper vite, mais qui ont des performances qui sont un peu moins bonnes. Ensuite, il y a des modèles qui sont plus polyvalents, qui prennent parfois plus de temps à répondre et qui peuvent aussi avoir des fenêtres de contexte différentes, c'est-à-dire une capacité de mémoire. Donc vous pouvez lui donner des fichiers jusqu'à par exemple 300 000 mots sans problème, alors que sur d'autres modèles, sa capacité de mémoire sera limitée à 100 000 mots, donc tout simplement ça ne rentrera pas dans sa mémoire. Et puis on a un dernier modèle qui est un petit peu le gros modèle pour les tâches qui sont un peu lourdes, qui va réfléchir beaucoup plus, mais qui va tout simplement coûter beaucoup plus aussi en token. Et ces modèles-là, chez Claude, les voilà. Le premier modèle qui va le plus vite, c'est Haiku 4.5, qui est extrêmement rapide et coûte très peu cher, mais du coup c'est pas le plus intelligent. Le modèle le plus polyvalent, c'est Sonnet 4.6, qui va avoir une fenêtre de contexte de 200 000 tokens ou alors de 1 million de tokens, mais faut faire attention parce que s'il a une fenêtre de contexte beaucoup plus grande, là il est
beaucoup plus cher et je crois même qu'il est chargé au-delà de votre usage principal, c'est-à-dire que si vous êtes sur la version pro et que vous payez 18 € par mois, et que vous avez fait 50 utilisations de Claude Sonnet avec le 1 million de contexte, Anthropic va vous charger en plus et va vous faire payer plus. Honnêtement, vous n'avez pas du tout besoin de faire ça, on peut largement faire ça. Et puis on a le modèle default Opus 4.7 avec 1 million de contexte. Donc là, les 1 million de contextes sont donnés par défaut, vous n'êtes pas chargé en plus, qui est le plus complet et un petit peu le plus intelligent de tous les modèles. On revient sur notre menu. Là, on a la capacité d'effort. Ils ont tous des capacités différentes sur laquelle vous pouvez jouer. Encore une fois, on peut le mettre en extra high, en mode de réflexion maximum. On peut aussi le baisser au mode de réflexion minimum. Ça, encore une fois, ça va influer sur le nombre de tokens qui s'utilisent et la capacité réflexive du modèle. Et en sachant que je crois que là, du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5 modes de réflexion sur le modèle Opus 4.7. Mais si on va sur le mode de sonner, il y en a beaucoup moins. On est seulement à 4 modes d'effort. Et sur le mode haïku, je crois même qu'il y en a encore moins. Il n'y en a pas du tout. Et puis, on a la capacité de réflexion. Ça, je vous conseille de le laisser activer tout le temps. En fait, ça va permettre à Claude d'optimiser lui-même sa manière de réfléchir. Et tout simplement, plus vous allez mettre un mode de réflexion qui va être haut, plus Claude va se poser des questions. C'est-à-dire, plus quand vous allez lui poser une question rapide, Claude va essayer de débattre avec lui-même pour trouver des potentiels contre-arguments, pour pouvoir y répondre. Bref, vous donnez la réponse au final qui est la plus adaptée. Et donc, honnêtement, c'est pas nécessaire de mettre le mode de réflexion maximum qu'on a vu. Thinking, je vous conseille de toujours le laisser activer. Par exemple, sur Opus 4.7, vous n'avez pas forcément besoin de mettre le mode maximum parce que pour plein de tâches, si par exemple vous posez juste une question, et bah déjà le modèle Opus 4.7 et bah déjà le modèle Opus 4.7 est peut-être pas nécessaire, mais en plus, si vous le mettez sur effort maximum, la réponse va vous prendre 3 minutes à générer pour au final un résultat qui serait exactement le même avec un modèle sonné beaucoup plus petit. Parce que vous allez vite vous en rendre compte, mais plus vous allez travailler avec Claude Code, plus vos usages vont être limités et vous allez vous rendre compte qu'en fait vous allez consommer hyper rapidement tous vos tokens. Donc une grosse partie de ce cours, ça va être d'optimiser la façon dont vous utilisez vos tokens, non seulement pour être hyper économe au niveau d'argent, mais aussi pour avoir les meilleurs résultats, parce qu'on va le voir en suivant dans le cours, mais la capacité réflexive du modèle est liée au nombre de tokens utilisés et elle est inversement proportionnelle. C'est-à-dire que quand vous utilisez énormément de tokens, la capacité réflexive du modèle va tendance à être baissée. Le modèle va être moins capable que si la fenêtre est vide. Donc si je lui envoie un message qui lui pose une question avec une fenêtre complètement vide et sans lui avoir jamais envoyé de message avant, il va me répondre très rapidement avec une réponse hyper calibrée. Mais si je lui pose cette même question après une longue conversation et sa mémoire complètement encombrée, et ben il va me répondre peut-être à côté de la plaque. Ici, vous pouvez appuyer sur Account and Usage, c'est tout simplement le nombre de tokens que vous avez utilisé par rapport à votre crédit Anthropic. Toggle Fast Mode, c'est tout simplement un mode pour qu'il réponde hyper rapidement. Je vous conseille pas de l'activer, je vous conseille pas trop de toucher à ça. Et puis toute cette partie-là, vous inquiétez pas, on va la voir juste après. C'est des choses un petit peu similaires dans la manière de régler Claude. Et au début, c'est pas nécessaire, mais vous allez voir que pour plein de projets, c'est hyper simple à prendre en main et ça vous sauve vraiment la vie. Ok, juste ici, on peut voir le fichier que je suis en train de regarder. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir activer le fait que Claude le voit ou le fait que Claude ne le voit pas. C'est-à-dire que si on va laisser ça activé, Claude va par défaut, dès que je vais lui envoyer un message, aller lire tout le document. Donc ça peut être utile si on veut qu'il fasse un travail spécifique dessus. Et si on les active, Claude va quand même pouvoir avoir accès au document, mais il va pas être orienté directement dessus. C'est-à-dire que si au final il doit faire des modifications dessus, il va pouvoir les faire, mais il ne sera pas orienté par défaut directement et obligé de lire ce document entier. Ask Before Edit, c'est les différents modes de permission. On peut voir qu'il en existe 4. En réalité, il y en a 5 principaux. On verra juste après. On peut encore une fois jouer avec le mode d'effort du modèle. Et puis là, c'est tout simplement la flèche pour lui envoyer un message. Normalement, on a déjà compris un petit peu à quoi servait le dashboard et on a les fonctions principales en tête. Ok, préparez-vous bien, on va rentrer dans la première partie vraiment intéressante dont Claude va radicalement changer la façon dont vous travaillez. Cette partie-là, c'est le dossier claude.md. Il faut comprendre déjà que .md, c'est tout simplement le langage du fichier, donc ça vaut peu importe le fichier dans lequel vous êtes, c'est tout simplement Markdown, donc c'est du fichier en langage naturel. Je vous montre directement à quoi ça ressemble. Par exemple, ça c'est un document .md et on peut voir que c'est du langage soit en français ou en anglais, c'est du langage parlé humain, pas comme le index.html qui demande des compétences de codage pour lire. Le dossier claude.md, c'est un dossier qui va être adressé spécifiquement pour Claude. En fait, c'est un dossier que Claude va lire à chaque fois que vous lui envoyez un message. C'est-à-dire que quand vous envoyez un message à Claude, il va directement lire l'intégralité de ce dossier avant même de lire votre message. Si on schématise, en fait, ça se passe comme ça réellement quand vous envoyez un message. La plupart des gens pensent que vous envoyez le message, Claude va lire votre prompt, Claude va directement lire votre prompt et puis il va préparer sa réponse et il va vous donner la réponse qu'il a préparée. Mais en réalité, ça se passe pas vraiment comme ça. Et ça, peu importe que vous soyez sur la version cloud ou sur la version Claude. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous envoyez un message, Claude lit non seulement la conversation passée juste avant de lire votre message, mais il lit aussi obligatoirement le fichier claude.md. Et ça, vous le voyez pas. C'est-à-dire que quand vous envoyez un message à Claude, il va être obligé de lire ces deux fichiers-là, peu importe la version dans laquelle vous êtes. Seulement sur Claude Code, vous avez la possibilité de personnaliser ce fichier claude.md et on va voir que ça va être hyper utile. Et puis ensuite, une fois qu'il a lu votre prompt, il va lire tous les fichiers qu'il a besoin de lire et puis il va donner sa réponse. Et ça, il faut savoir que vous êtes facturé pour ces données-là. Donc à chaque fois que vous envoyez un message, Anthropic va vous facturer dans votre usage de crédit tous ces fichiers-là, alors même que vous n'y avez pas forcément accès. Mais du coup, ce claude.md, c'est un vrai atout pour nous. Parce que si je reviens dans ce dossier-là et que je pose une question à Claude sans avoir ce fichier claude.md,
pour me préparer une bonne réponse, il va être obligé de scanner l'intégralité des fichiers qui se trouvent ici, d'aller trouver le contexte lui-même, d'aller peut-être chercher d'autres informations. Bref, ça va consommer énormément de crédit. Alors que si on a un fichier claude.md qui est hyper bien calibré, qui lui dit exactement où se trouvent les informations, quel fichier chercher, quelles sont les règles, quelles sont les choses auxquelles vous ne voulez pas qu'il touche, et bien il aura tout simplement juste à lire ce fichier claude.md qui dans tous les cas sera lu, et derrière il n'aura pas besoin d'aller fouiller chacun de vos dossiers, et vous pouvez aisément consommer des dizaines de milliers de tokens. Mais quelque chose à prendre en compte, c'est que ce fichier claude.md, on veut qu'il soit hyper synthétique. On veut vraiment grand maximum entre 200 et 500 lignes. En fait, comme il sera lu à chaque utilisation par Claude Code, on va chercher à maximiser la densité de valeurs et d'informations, et on veut que les informations qui soient dans le claude.md soient uniquement les informations dont il a vraiment besoin à chacun de vos messages. Peu importe votre message, il faut que chacune des informations lui soit utile. Et quelque chose d'intelligent qu'on peut faire pour ça, parce que par exemple si je lui donne des règles de design, et bah ce sera peut-être pas la meilleure chose, on peut créer d'autres fichiers qui s'appellent par exemple design.md. Pour ça on aura juste à appuyer sur ici, new file, qu'on va appeler design.md, et on va pouvoir tout simplement prendre des informations du claude.md. Donc là par exemple, cette information là qui est potentiellement du design, et lui demander de la déplacer directement dans le fichier design.md en faisant pointer le fichier claude.md et lui disant si tu as besoin de designer, va vers ce fichier. Comme ça, Claude n'aura pas toutes les informations inutiles, mais il y aura quand même accès s'il en a besoin. Du coup, ce fichier Claude.md, on a besoin qu'il soit extrêmement dense en informations. On veut absolument pas d'informations inutiles. Je vais supprimer le mien et je vais vous montrer directement comment en créer un vous-même, parce que Anthropic a pensé à tout et leur modèle Claude est extrêmement performant pour faire une bonne densité d'informations. Je vais tout simplement pouvoir lui donner ce prompt. D'ailleurs, petite astuce pour faire les prompts, j'en profite pour vous en parler maintenant. Pour vous illustrer ça, je vais vous montrer avec une zone de texte. En fait, il faut savoir que on parle aujourd'hui à peu près à 220 mots par minute, et quand on écrit, on est à peu près à 45 mots par minute. En plus de parler beaucoup plus vite qu'on écrit, on peut aussi transmettre et donner des idées qui sont beaucoup plus faciles à exprimer à l'oral que par l'écrit, où on a ce besoin de faire un petit peu de, entre guillemets, de la littérature, alors que Claude a besoin de toutes les informations dont vous avez pour accomplir la tâche au mieux. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement installer une application qui va automatiquement transcrire vos mots. Donc quand vous allez parler, vous allez appuyer sur un certain bouton et ça va écrire tout ce que vous dites. Et là, elle est activée, on la voit pas en haut parce que je crois que le haut de mon écran est coupé, mais globalement, je l'ai activée depuis le début de cette phrase, et quand j'appuie sur le bouton coller, ça va tout simplement me donner cette très longue phrase qui apparaît, qui a été dite en peut-être 1 minute, et qui en réalité est un énorme condensé de valeur pour tous les prompts que vous allez pouvoir donner à Claude, et qui vont certainement vous faire gagner des heures d'écriture. Pour ça, je vous invite à télécharger l'application Whisperflow, c'est celle que la plupart des gens utilisent, et elle est honnêtement hyper pratique, hyper intuitive, mais si vous voulez aller encore plus loin, d'ici la fin de ce cours, vous serez carrément capable de même la recréer vous-même, complètement gratuitement, grâce à Claude Code. C'est vraiment la puissance de Claude Code. Bref, je quitte cette petite aparté, et je vais pouvoir directement utiliser ça pour demander à Claude d'initialiser son propre dossier Claude.md. Pour ça, on va juste taper la commande /init qui va demander à Claude de scanner l'entièreté du répertoire dans lequel il se trouve et de tout simplement pouvoir créer son propre fichier Claude.md. D'ailleurs, j'ai appuyé sur Escape. Quand vous appuyez sur Escape, ça me permet d'annuler le message que vous venez d'envoyer. Et voilà, ça bug un peu. En gros, il a été arrêté, mais Claude pense qu'il est encore en train de travailler, ce qui n'est pas le cas. Et je vais pouvoir tout simplement appuyer sur /init et finalement lui donner des informations supplémentaires que j'ai envie qu'il sache. Tu vas créer ton Claude.md. J'ai envie que tu initialises tout simplement le dossier scalai-website et c'est là qu'on va faire toutes les modifications après. J'ai absolument pas envie que tu modifies le dossier perso et work. Il te sert uniquement de contexte. En gros, il engrange tout mon contexte, tout sur mon offre, qui je suis, qu'est-ce que je vends, quel est mon avatar client, bref, tout sur moi. Mais je ne veux absolument pas que tu le modifies. Tu as accès libre pour le lire, mais pas le modifier. En revanche, sur Scalawi Website, c'est là où se trouvent toutes les informations et tous les fichiers que tu vas devoir modifier juste après. Et voilà, il est en train tout simplement de lire tous les dossiers auxquels il a accès, de les lister, et ensuite il va me créer un super fichier Claude.md hyper optimisé. Honnêtement, les modèles d'Anthropic sont vraiment très forts pour tout simplement créer des bons dossiers et prendre des informations qui sont dites avec plein de tournures inutiles et le condenser en une grosse densité d'informations tout simplement qui va beaucoup lui servir pour l'usage du token. Vous allez vous rendre compte que le but de cette vidéo peut aussi être beaucoup de context management, parce qu'en 2026, ce qui fait des bons résultats sur l'IA, c'est pas les bons prompts que vous donnez, c'est le bon contexte que vous donnez à l'IA. Donc c'est-à-dire faire en sorte qu'elle ait à la fois toutes les informations pour accomplir parfaitement la tâche que vous lui demandez et faire en sorte qu'elle ait le contexte nécessaire pour... En fait, l'IA a tendance à tendre vers des choses génériques, vers des choses moyennes, mais si vous lui donnez du contexte, vous l'écartez un petit peu de ça et vous lui permettez tout simplement de s'adapter à vous. Mais en même temps, il faut pas que le contexte soit trop rempli d'informations inutiles, sinon ça va directement casser tous ces résultats et on va pas avoir les résultats qu'on a. Pour bien comprendre le but du Claude.md, en fait, il faut imaginer ça. Vous êtes sur un bateau, vous partez par exemple de la côte des États-Unis et vous voulez atterrir de l'autre côté, traverser tout l'océan pour atterrir sur le continent africain. Si vous n'avez pas de Claude.md, vous allez avoir un périmètre qui va être assez large. C'est comme si vous partiez avec ce cône-là de périmètre et vous pouvez emprunter chacune de ces directions. Donc vous pouvez emprunter chacun de ces chemins tout simplement. Et si vous arrivez là, et ben vous allez vous rendre compte facilement que même si vous êtes dans le cône que vous avez défini auparavant, dans le scope que vous avez défini auparavant, et ben tout simplement la distance entre le point que vous voulez atteindre et l'endroit où vous allez atterrir sera absolument énorme parce qu'il y aura un gros effet de compound et ce petit écart au final, plus vous
vous allez avancer, plus il va s'élargir et vous allez vous retrouver à des kilomètres de l'endroit où vous voulez arriver. Le Claude.md, il va servir à limiter ce scope-là, à limiter ce cône, et il va peut-être lui faire prendre cette forme-là, beaucoup plus petite, beaucoup plus serrée, et vraiment orienter Claude vers le bon endroit. Et du coup, même si vous vous éloignez un petit peu de l'endroit, si on part de ce point de départ, peu importe l'endroit où vous êtes, si vous restez dans le scope défini, vous allez vous retrouver extrêmement proche du but, même si vous en êtes un petit peu écarté dans le scope. Ce Claude.md, il sert exactement à ça, il sert à définir exactement le cône que vous voulez que Claude prenne et la direction qu'il va prendre sur chaque action que vous allez commettre. Et ce Claude.md, c'est vraiment le cœur de tout projet parce que ça permet d'orienter Claude sur chacun de vos messages. C'est donc une des parties les plus importantes de toute utilisation de Claude Code. Mais ça, honnêtement, vous faites pas trop de soucis là-dessus parce que Anthropic a pensé à tout, ils ont bien compris que c'était le cœur de tout projet et ils ont créé un super système qui permet à Claude d'entretenir son propre Claude.md. Donc là, on peut voir que voilà, il a répertorié tout ça, il a mis mon style, il a mis plein d'informations importantes. Toutefois, comme on l'a dit, on veut uniquement des informations qui nous servent à chaque fois. Donc je vais tout simplement lui demander, super, seulement j'ai créé un dossier design.md, j'ai envie que tu l'utilises pour mettre tout simplement toutes les informations qui parlent de mon design depuis le Claude.md vers ce dossier design.md et tout simplement donner l'accès, pointer du doigt le fichier design.md là où Claude en a besoin dans le Claude.md. J'ai envie vraiment que ce Claude.md soit uniquement un condensé d'informations qui soit uniquement utile à chaque fois à Claude. On va tout simplement lui dire ça et puis il va aller lui-même, sans qu'on ait besoin de toucher à rien, modifier ce fichier Claude.md pour lui faire correspondre. Honnêtement, encore une fois, je pourrais vous donner plein de best practices pour les meilleurs usages du Claude.md, mais la réalité c'est que tout change tellement vite. Donc la meilleure chose que je vous invite à faire, si vous voulez avoir les meilleures astuces et que vous partez sur un gros projet, honnêtement si c'est juste pour des petites questions, pas besoin de créer un gros Claude.md hyper important, hyper optimisé, mais on va pouvoir se rendre soit sur la documentation Claude Code, soit se rendre tout simplement sur l'IA Grok de XAI, et on va pouvoir poser des questions à Grok qui va tout simplement pouvoir aller rechercher directement dans Twitter les réponses, parce que sur Twitter il y a des gens qui sont extrêmement forts et extrêmement intelligents, qui ont plein de super techniques. On peut tout simplement lui demander, donne-moi tout simplement les 10 dernières techniques qui ont percé parmi les utilisateurs les plus forts de Claude Code sur Twitter pour optimiser mon dossier Claude.md. On va pouvoir lui donner ça. Et puis il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi et des gens qui passent leur vie sur Claude Code littéralement, qui vont pouvoir tout simplement donner leurs astuces, les partager sur X. Voici les techniques. Donc réécris ton cloud toutes les 2 semaines, le fichier perd en efficacité avec le temps, 50-150 lignes max, garde-le ultra court, structure hiérarchie, un format clair et structuré, fais du code la source de vérité, ajoute des slash schémas, ça par exemple je le savais pas. Il y a vraiment des astuces hyper avancées qui peuvent être vraiment utiles pour devenir hyper avancé sur Claude Code. Ok, maintenant il faut comprendre qu'il y a 3 niveaux de Claude.md qui sont à peu près les mêmes, mais en réalité le fichier Claude.md, il en existe 3 types. Le premier, c'est le niveau entreprise. Honnêtement, pour 99% d'entre vous, il y en aura pas parce que tout simplement pour ceux qui ont des licences entreprises, ça c'est tout simplement votre système informatique qui va gérer. Et puis il y a le niveau local, c'est tout simplement le projet dans lequel vous êtes. Donc il faut savoir que, comme je l'ai dit, Claude vit dans vos projets, il va littéralement vivre dans votre dossier. Donc là, moi pour le coup, je l'ai fait vivre dans le dossier scalaiwebsite.claude/claude.md. Il faut savoir que ce .claude, c'est tout simplement un dossier Claude. On va voir juste après, on va y revenir tout simplement, mais ça permet simplement de définir le dossier dans lequel Claude va vivre. Et c'est aussi simple que ça, c'est tout ce que vous avez besoin de comprendre pour le moment. Ça va tout simplement être les règles du projet. Et donc ce local-là, il va s'appliquer uniquement dans l'espace de travail dans lequel vous êtes. Dans mon cas, c'est le dossier Scalai Website, c'est-à-dire que peu importe l'endroit dont je me trouve parmi Scalai Websites, j'aurai ce Claude.md qui est mon fichier local qui va apparaître. Et puis il y a un autre type de fichier Claude.md qui est celui global qui lui va prendre effet peu importe l'endroit où vous vous trouvez sur votre ordinateur, que ce soit sur un certain dossier ou sur un autre, il prendra toujours effet et ce sera le même peu importe vos sessions de travail. Donc concrètement, si je devais réviser le schéma là, au lieu d'avoir un Claude.md, ce même Claude.md va être segmenté en 3 Claude.md. Donc il y aura un avec votre entreprise, un avec le dossier local et un avec le dossier global qui va prendre effet peu importe où vous êtes. Mais c'est globalement exactement le même principe avec des règles pour agir, pour prendre un bon ton de voix. Bref, c'est complètement personnalisé et c'est hyper bien pour nous. On va voir après que ça va beaucoup nous servir. Il faut absolument que vous updatiez votre Claude.md. Quand Claude fait des erreurs, souvent c'est une de mes choses préférées à faire dans Claude Code, tout simplement pouvoir ajouter dans ce Claude.md une section rules. Donc je vais mettre un hashtag, c'est du markdown, donc le format markdown, vous avez simplement à demander à Claude de le faire pour vous, hein. Mais quand il y a 3 hashtags, ça veut dire que c'est un titre, donc c'est le titre H3, donc le 3e moins gros. Bref, c'est simplement des ordres d'importance pour que Claude puisse les suivre. Donc ici je vais mettre une section rules, et donc là, ne jamais mettre d'emoji dans les messages. On peut d'ailleurs aller vérifier le travail qu'il a fait, et il a bien mis en place tout mon système design.markdown, et je pense qu'il a fait pointer du doigt le dossier claude.markdown vers ce fichier design pour que Claude y accède tout simplement quand il en a besoin. Félicitations, vous avez compris à quoi servait le fichier Claude.md. Si vous avez compris ça, il n'y aura aucun souci, vous comprendrez tout le reste. Et honnêtement, vous en faites pas beaucoup, et si vous n'avez pas compris, vous avez simplement à demander à Claude de vous expliquer à chaque fois ce que ça fait. Honnêtement, le gros avantage avec Claude Code, c'est qu'il vaut mieux comprendre, mais même si vous comprenez pas, Claude est directement là pour vous donner les meilleures instructions possibles, pour
vous aider et vous accompagner dans votre utilisation. On va pouvoir commencer à faire notre premier site web. Aujourd'hui, il y a 3 manières principales de faire un site web. La première, ça va être de donner à Claude un screenshot d'un site web qu'on aime bien, parce qu'on va pouvoir tout simplement se servir du travail qui a été fait sur un site web par quelqu'un et le réutiliser pour notre site, lui demander de le recréer en mettant tout simplement notre brand, notre offre, notre charte graphique et de lui faire itérer jusqu'à ce qu'il arrive à parfaitement le refaire. C'est celle qu'on va faire aujourd'hui, ça me paraît vraiment être la plus simple. La deuxième, ça va tout simplement de faire un voice dump. En étant capable d'exprimer autant de choses tout simplement, on va pouvoir demander à Claude de créer un site web from scratch pour nous. Donc lui dire tout ce qu'on veut, tous les prérequis qu'on a et lui demander de le créer avec tout ce qu'on lui a demandé de faire. La troisième, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle des components. Les components, c'est des composants, c'est tout simplement du code HTML qu'on va pouvoir utiliser pour créer des formulaires, créer des boutons. En gros, pas créer le site entier, mais créer partie par partie des assemblages avec quelque chose d'assez design. Je sais pas si vous avez déjà vu à quoi ressemble un site généré par l'IA, mais c'est quand même assez flagrant et en utilisant des composants vraiment précis et qui ont déjà été designés par d'autres personnes, on va pouvoir gagner beaucoup de temps et avoir un rendu visuel qui est beaucoup mieux. Pour ça, il y a un super site qui s'appelle 21stDev, je vous invite à y aller. En fait, ça répertorie plein de composants. Là, par exemple, si j'ai envie de prendre tout simplement ce formulaire-là, je vais pouvoir aller dessus, appuyer sur copy prompt et ça va me faire copier, comme son nom indique, un prompt que je vais pouvoir derrière donner à Claude pour qu'il me recrée lui-même le composant qu'on vient de voir. Ok, je viens de trouver un site web qui me plaît, j'aime le rendu que ça fait et je me projette assez bien là-dedans. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est en prendre une capture d'écran. Ça, il suffit de faire commande option I sur MacBook. Je connais pas très bien les commandes sur Windows. Ensuite, on va pouvoir appuyer sur commande Maj. Ça, il y a peu de gens qui le savent, mais ça permet en fait de faire une capture d'écran de l'intégralité du site et pas seulement de ce qu'on voit. Ensuite, on va taper screenshot et on va pouvoir appuyer juste là sur capture full size screenshot. Ça va donc prendre tout ça en capture d'écran et on va pouvoir aller voir à quoi ça ressemble. Donc on peut voir que là, il y a vraiment l'intégralité du site qui a été retranscrite sous forme de capture d'écran. Bon, il manque un peu le bout, mais ça va largement suffire pour ce qu'on va en faire. On pourrait donner techniquement tout ça à Claude directement, mais comme on l'a dit, le nerf de la guerre, c'est le contexte et l'utilisation de ces tokens. Et en lui donnant une image avec une trop grosse qualité, et trop de pixels, ça peut nous faire perdre beaucoup d'argent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va compresser cette image avant de lui donner. Donc on va aller par exemple sur cet outil-là, compresser l'image sur I Love IMG, prendre ce téléchargement qu'on vient de faire, compresser l'image, et puis voilà, on est passé de 5 mégabits à 1,38 mégabits, c'est parfait sur ce qu'on recherche. On va pouvoir se rendre dans Antigravity, démarrer notre session avec Claude. On peut voir que là, le dossier est encore vide, et on va lui dire tout simplement d'initialiser le fichier claude.md. On va pouvoir lui dicter des informations supplémentaires pour qu'il puisse le faire de la meilleure des manières possibles et l'indiquer un petit peu sur ce qu'il faut faire. Donc je vais utiliser la commande vocale. Donc là encore une fois on peut voir que ça fait un gros bloc de texte qu'on va pouvoir tout simplement lui donner. Pour lui donner, on va choisir un modèle. Ici je vais aller sur le modèle Sonnet. Comme je l'ai dit, du coup il y a plusieurs modèles qui existent, de Haiku à Sonnet avec 1 million de contexte, Sonnet normal et Opus 4.7. Le modèle Sonnet actuellement pour la tâche que je vais faire sera largement suffisant je pense. Donc ici le mode Effort High va être pas mal, on peut même le mettre en medium je pense, et le mode Thinking il est toujours bien, moi je le laisse toujours actif. Donc il est en train de le faire. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une grosse polémique parce que Anthropic avait désactivé par défaut le mode Thinking à tous les utilisateurs sur le plan free. Et tout le monde, du jour au lendemain, s'est rendu compte que Claude était devenu vraiment idiot. Et c'était assez marrant. En fait, ils avaient juste fait ça pour économiser les tokens. Ça veut bien dire que les tokens, c'est vraiment le nerf de la guerre et c'est très important de savoir les gérer. On peut voir qu'au fur et à mesure qu'il commet des actions, il va me demander d'effectuer ces actions. À chaque fois, j'ai 3 possibilités. La première, c'est de l'autoriser uniquement pour elle. La deuxième, c'est de l'autoriser pour toutes les actions similaires qui se passent dans ce répertoire. La troisième, c'est de le refuser. Et ensuite, on peut dire à Claude une information qu'on veut qu'il fasse à la place. Ici, je vais appuyer sur ce mode de permission là. Je vais revenir sur les permissions juste après, parce qu'on va voir que c'est quand même assez utile. Et quelque chose de très puissant avec l'éditeur sur l'interface graphique, qui n'est pas disponible sur le terminal, ni sur l'application Claude directement, c'est qu'on va pouvoir ouvrir plusieurs sessions Claude en parallèle. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir appuyer sur le bouton Claude Code ici, et tout simplement demander de faire d'autres choses à Claude. Donc je vais pouvoir commencer même à initialiser la conversation et à initialiser la tâche que je vais lui demander après, qui va être tout simplement de générer mon site. Je vais lui fournir la capture d'écran de la référence qu'on vient de faire, et comme je suis assez flemmard et j'ai pas envie de m'embêter avec tout ce qui est typographie, couleur, etc., je vais tout simplement lui dire ok, je t'ai joint la référence que je veux que tu utilises, tu vas t'en servir et tu vas recréer exactement ce site web, simplement adapté à moi, donc avec ce que je vends, mon offre, redirigé en call to action. Donc j'ai envie de pousser les gens à prendre rendez-vous avec moi pour obtenir une analyse complète, gratuite de leur activité. J'ai envie donc que tu intègres mes couleurs, ma typographie, mon offre, les douleurs de mes clients,
client et faire en sorte que cette page de mon site web soit à très haute conversion et cible vraiment parfaitement les douleurs de mes prospects pour derrière pouvoir vendre un maximum. Donc on va lui donner ça et on va attendre que l'autre Claude ait fini d'initialiser son Claude.md. Ce qu'on va même pouvoir faire si on veut aller encore plus loin, ça va être tout simplement de copier l'intégralité du HTML, donc c'est le langage de code complet du site, et le donner à Claude. On n'a pas besoin de comprendre quoi que ce soit de ce qui se passe, Claude va pouvoir l'interpréter pour nous. On a juste à faire CTRL-clic, à faire copy et copy elements et copy outer HTML, créer un nouveau dossier qu'on va appeler site.html, se rendre dessus, tout simplement coller l'intégralité de ce qu'on a eu, et derrière Claude va pouvoir s'en servir pour recréer strictement la même chose. On peut appuyer sur commande S pour l'enregistrer, le quitter, et Claude va pouvoir l'utiliser. D'un autre côté, on peut voir qu'il a fini sa session et a écrit le Claude.md, donc il fait combien de lignes? Il fait 247 lignes, c'est quand même assez grand. Je lui demandais quand même de le synthétiser un petit peu plus. Ok, je t'ai mis le site de référence qui s'appelle Citer, j'ai fait une faute d'orthographe, .html. Je veux que tu le notes dans le Claude.md comme référence à copier exactement quand je te demanderai de générer le site web. De plus, le Claude.md me paraît quand même très très grand. Tu vois qu'il fait 247 lignes, c'est quand même beaucoup trop gros. J'ai envie que tu prennes chaque information et que tu vois si elle sera vraiment strictement nécessaire à chacun des messages que je t'enverrai. Si c'est pas le cas, je veux que tu crées un autre fichier en Markdown et que tu pointes le Claude.md vers ce fichier-là pour éviter de surcharger ton contexte inutilement pour des tâches dont on n'aura pas forcément besoin à chaque fois. On va lui donner ça, on va lui donner l'autorisation de faire ces modifications-là, et puis il va pouvoir commencer. Pour comprendre pourquoi il me demande toutes ces modifications-là, il faut comprendre comment marchent les différents modes de permission sur Claude, donc on va s'y intéresser maintenant et on finira de faire le site web juste après. Aujourd'hui, il y a mode de permission qui existe et le plugin mode qui est un peu distinct, donc en fait ça en fait ça. Le premier, c'est le mode Ask Before Edit, c'est le mode qui est par défaut. À chaque modification que Claude va faire, que ce soit pour lire un fichier ou pour faire une modif tout simplement, il va vous demander votre autorisation. Du coup, c'est hyper safe, mais c'est très très lent. C'est-à-dire que vous devez être là derrière lui à chaque action qu'il fait et vous devez comprendre ce qui se passe. C'est peut-être pas l'idéal d'ailleurs si vous comprenez pas vraiment le code. Il n'y a pas du tout besoin de le faire, hein, mais tout simplement, il va vous demander est-ce que je peux exécuter cette commande, et vous allez vous retrouver avec une grosse ligne, avec une commande en curl et vous saurez pas comment ça marche. Même moi, la plupart du temps, je comprends pas vraiment ce qu'il fait, mais c'est peut-être pas le mieux. En revanche, si vous travaillez sur des fichiers vraiment critiques ou sur des dossiers qui sont hyper importants, c'est le mode qu'il faut que vous choisissiez parce que comme ça Claude ne pourra commettre aucune action dangereuse sans vous demander votre avis. Le deuxième mode, c'est le mode Accept Edit. En fait, il va vous demander votre autorisation sur les fichiers auxquels il n'a pas encore eu accès, et une fois que vous lui donnerez l'accès à chacun des fichiers, c'est-à-dire qu'au bout de quelques itérations, il aura fait un petit peu le tour des fichiers et vous l'autoriserez à utiliser ce fichier-là, et ça va retenir en gros les fichiers sur lesquels vous l'avez autorisé, et la prochaine fois qu'il devra faire une modification dessus, il vous demandera plus votre avis, il sait que vous l'avez déjà autorisé là-dessus. Le troisième mode s'appelle l'automode. Je vais venir juste après. D'abord, il faut comprendre comment marche le mode Bypass Permission. Le mode Bypass Permission, c'est vraiment un mode pour avoir une productivité au maximum, c'est-à-dire que Claude ne va rien vous demander. Il a carte blanche. En vrai, je l'utilise la plupart du temps jusqu'à ce que le mode auto soit sorti. C'est assez récent, c'était il y a quelques semaines. En fait, Claude ne va rien vous demander. C'est-à-dire qu'il peut commettre n'importe quelle action et ça peut être vraiment utile si vous voulez pas vous embêter à lui donner votre autorisation à chaque fois. Mais du coup, d'un autre côté, il peut effectuer des actions qui sont graves et qui sont dangereuses et que vous voulez pas forcément. L'automode, c'est l'entre-deux parfait. C'est-à-dire que vous avez tous les avantages du mode Bypass Permission et vous n'avez pas ces désavantages. C'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir par défaut effectuer chacune des tâches qu'il peut faire. Ça veut dire que ça peut être modifier des fichiers, lire des fichiers, réorganiser des dossiers. Il pourra faire n'importe quoi. Mais il aura en permanence un petit agent IA qui va le surveiller et qui va voir si chaque action peut être dangereuse ou néfaste. Si elle la considère dangereuse ou néfaste, elle va vous demander votre avis en vous demandant de dire oui, je valide dans le chat. Du coup, ça permet sur 90% des use cases, des modifications de petits fichiers, de commandes à faire, de laisser Claude être parfaitement autonome là-dessus. En revanche, sur les dossiers qui sont beaucoup plus critiques, Claude sera obligé de vous demander votre avis. C'est vraiment le mode que je vous conseille le plus souvent d'utiliser, mais il n'est pas activé par défaut, il va falloir qu'on le fasse à la main. Je vais vous montrer comment faire dès maintenant. Pour ça, on va ouvrir le terminal. Sur MacBook, il suffit de faire commande J, on va se retrouver sur cette petite interface et on va pouvoir copier. Je vous invite à vous rendre sur la documentation Claude, enable-auto-mode. Vous allez pouvoir coller ça et dorénavant, Claude pourra utiliser le mode auto. À savoir que le mode automatique, par contre, n'est disponible qu'avec le modèle Opus 4.7. Il n'est pas encore disponible sur Sonnet ou sur Haiku. C'est d'ailleurs vraiment dommage. J'espère qu'Anthropic le rajoutera au plus vite. Et une fois que vous vous rendez du coup sur le mode Sonnet, vous allez pouvoir choisir la permission juste là, Ask Before Edit, Edit Automatically, Plugin Mode. Je vais venir
juste après et le mode automatique. Et une fois que c'est bon, Claude pourra faire plein d'actions sans vous demander. On peut d'ailleurs voir que là, grandement réduit et synthétisé notre document claude.md. Donc maintenant, il fait 40 lignes. Honnêtement, ça paraît assez peu, mais je pense que c'est le plus efficace. Et si on se trouve dans document, on peut voir que là, il a pointé l'accès vers certains de mes fichiers. Par exemple, là, il a mis que pour le design, il avait fait un document brain.md. Pour la copie, les sections, il avait fait un document offer.md. Il nous reste un dernier mode de permission à voir qui est le plan mode. Je vais venir juste après. Là, on va pas l'utiliser pour le moment. Maintenant que son fichier claude.md est fait, on va pouvoir lui demander de générer le site web. Ici, le modèle que je vais utiliser, je pense que je vais partir sur le modèle Opus 4.7 qui va être le plus puissant pour cette tâche, même si ça va potentiellement prendre un peu plus de temps. Et je vais lui faire activer le mode auto pour qu'il ait pas besoin de moi. Et là, on va se rendre compte pourquoi c'est aussi puissant Claude Code. En fait, dès la première itération, c'est-à-dire dès les premières 5 minutes, Claude Code va faire un résultat qui sera à peu près à 70% de ce que vous pouvez faire en tout. Et plus vous allez itérer, plus il va se rapprocher et à la fin, il va tendre vers les 99%. Il atteindra jamais les 100. Claude ne peut pas atteindre la perfection, mais il va pencher vers les 99%. Et c'est-à-dire que là, au bout de 4 peut-être itérations, 4 messages que je vais lui envoyer, il va me donner un site web qui est à 99% de ce que je peux avoir. Et ça aura peut-être duré 10 minutes grand maximum. Et surtout avec la technique de lui donner un site web de référence, on va atteindre ces 99% beaucoup plus rapidement. Par contre, un humain, il va avoir une croissance qui est linéaire. C'est-à-dire qu'il va progresser d'un certain pas à chaque fois et il va pouvoir atteindre ces 100% que Claude ne peut pas atteindre. En revanche, il le fera peut-être en 5. Du coup, pour avoir le meilleur des deux mondes, voilà comment est-ce qu'il faut qu'on opère. On va lui demander de faire la tâche. C'est-à-dire qu'on va lui donner des instructions, il va devoir l'accomplir et derrière, un humain va devoir vérifier. C'est-à-dire que vous allez devoir à chaque fois vérifier le travail que Claude a fait pour voir s'il est qualitatif et lui demander de faire des modifications. Et on va faire comme ça une loupe où on va avoir des modifications à faire, on va lui dire, il va les appliquer, voir des potentielles améliorations, etc., etc. Et ça, vous pouvez même lui demander de le faire. C'est-à-dire que Claude a la capacité de prendre des screenshots du site web et on peut lui demander tout simplement de recréer un certain design et de le screenshot jusqu'à ce que ce soit pixel perfect, c'est-à-dire que les deux sites s'assemblent carrément et soient strictement les mêmes, mais adaptés à votre image. Ok, là il est en train de tout faire de son côté. On peut voir que j'ai besoin de toucher à rien. C'est lui qui écrit tout le code, qui écrit tous les fichiers, toutes les dépendances qu'il faut. J'ai même pas besoin de comprendre ce qui se passe derrière. Maintenant, on va parler du mode planification. C'est ce qui sépare vraiment les beaux projets IA de projets IA qui finissent. Aujourd'hui, il y a deux méthodes. Vous pouvez faire sans le mode planification ou avec le mode planification. Sans le mode planification, le build sera immédiat. C'est-à-dire que dès que vous allez arriver sur Claude, vous allez pouvoir lui demander de faire la tâche. Il va peut-être prendre 10 minutes à le faire. Par contre, il va se rendre compte après coup qu'il y a une mauvaise architecture, qu'il faudra faire des retours. Et vous allez vous rendre compte en l'utilisant qu'il y a des bugs qu'il n'a pas détectés. Et au final, vous avez quelque chose qui marche, mais ça vous aura pris 35 minutes et pas mal de tokens. Avec le mode planification, Claude n'a accès à aucun de vos fichiers. C'est-à-dire qu'il peut les lire, mais il ne peut faire aucune modification dessus. Et en fait, il va se forcer non pas à commettre des actions, mais à réfléchir à la meilleure manière de faire ces actions-là. C'est-à-dire qu'il va prendre ces 5 minutes à faire un plan détaillé sur ce qu'il faudra faire, étape par étape, tous les potentiels problèmes ou bugs qu'il peut y avoir. Et quand vous lui demanderez de le faire, il aura un résultat qui s'approchera beaucoup plus de ces 99% de résultats du premier coup. Et ça nous aura pris seulement 10 minutes et beaucoup moins de tokens. Parce que la vraie puissance de l'IA ne réside pas vraiment dans les premiers tests ou dans les premières itérations que vous allez faire. Elle va résider dans le fait de tirer des conséquences de ce que Claude a fait, de le modifier et de faire des améliorations. Et avec ça, on peut avoir un très bon résultat beaucoup plus rapidement sans même avoir besoin de comprendre quoi que ce soit au code. De l'autre côté, Claude vient de finir le fichier que je lui avais demandé de faire. Je peux tout simplement y accéder et voir le rendu du site web qu'il vient de générer. Donc le voilà, on peut voir qu'il a vraiment adapté ça à mon offre. Donc là, il y a quand même des petits problèmes au niveau du design. Ce qu'on peut faire, c'est activer la transcription vocale et dicter toutes les modifications que je dois faire. Super, merci. Seulement, il y a quelques problèmes, notamment le souligné en bleu n'est pas arrondi et ne rend pas très bien. Prends des screenshots et itère, fais des boucles dessus jusqu'à ce qu'il soit parfait. Même chose, il y a des composants au niveau des résultats mesurés avec du texte qui dépasse ou qui n'est pas vraiment bien aligné. Aussi, le rendu au niveau du pourquoi 90% des PME échouent à automatiser n'est pas top, c'est-à-dire que il y a des icônes qui sont pas hyper bien et il y a quand même un peu de blanc à des endroits où il faut pas. Rajoute des icônes au niveau de l'audit au système qui tourne, essaie de rendre ça un peu plus naturel. Aussi, j'ai pas envie que tu vendes mon iOS directement, j'ai envie plutôt que tu rediriges vers un appel en expliquant ce que c'est. Là, tu utilises du vocabulaire ou des acronymes un peu trop techniques potentiellement. Le graphique est vraiment pas mal. Je vais essayer les CTA. Waouh, ok. Il a même mis les liens vers mon vrai appel d'audit qui sera d'ailleurs dans la description. Donc ça, c'est vraiment parfait. Et le CTA final est vraiment très bien avec le fond noir. J'adore. Corrige tout ce que je t'ai dit et j'ai envie que tu fasses des screenshots à chaque génération que tu as fait et que tu reviews chaque fois pour que ce soit pixel perfect par rapport au site web de référence. En fait, mets en place cette boucle de vérification pour être autonome et corriger sans que j'ai besoin de te monitorer. On va lui donner ça et on va tout simplement passer en mode sonné qui, je pense, est largement suffisant pour ça. Et là, on va se rendre compte que la vraie puissance de l'IA est vraiment dans sa vitesse d'itération et dans les boucles qu'elle peut faire, les boucles de vérification. Ah oui, bah alors par contre, le problème, c'est que du coup, il va me demander mon autorisation à chaque fois. Ok, pendant que Claude est en train de construire, il faut que je vous parle de la différence entre construire un site web et le déployer. En fait,
ça vaut pour n'importe quel projet Claude que vous allez faire. Vous allez pouvoir le construire assez aisément avec Claude Code, et derrière, il sera en local, c'est-à-dire qu'il sera sur votre ordinateur, sur vos fichiers, sur vos dossiers, et si vous voulez qu'il soit accessible à qui que ce soit en ligne, il va falloir faire ce qu'on appelle le déployer. Il y a des instances qui le font très bien, mais c'est quelque chose à prendre en compte, c'est-à-dire que les fichiers que vous allez construire et les dossiers que vous allez construire sont de base répertoriés uniquement sur votre ordinateur et ne sont pas accessibles par d'autres personnes. Donc là, ce qu'on va faire juste après, c'est lui demander de le déployer sur une instance pour que quiconque veuille y accéder puisse y aller directement. Petite astuce d'ailleurs, si vous parlez à Claude, vous pouvez appuyer sur Escape ou sur le petit carré en bas à droite pour lui demander d'arrêter sa réponse, ou vous pouvez tout simplement lui dire des instructions pendant qu'il travaille. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lui faire des messages en lui disant dis-moi où tu en es par exemple, et il va pouvoir vous répondre lors de sa réponse. C'est-à-dire qu'il va pouvoir tout simplement faire une petite pause sur ce qu'il est en train de faire, vous répondre, ou alors mettre à jour sa liste de tâches avec tout ce qu'il doit faire. Et là par exemple, on peut voir qu'il est en train de boucler, c'est-à-dire qu'il avait fini de faire le premier site web, il a pris un screenshot de ce qui s'était passé sur le site web et il a vu des potentiels problèmes. Je vois clairement les problèmes, je corrige maintenant. Le SVG est un rectangle plat, refaire en pixel fin sous le texte, vocabulaire iOS architecture, et il y a plein de choses comme ça qu'il va pouvoir faire. Et il va pouvoir boucler et itérer sans même avoir besoin de nous ou de notre avis. Je pense honnêtement qu'une bonne raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à progresser ou même à utiliser Claude Code, c'est parce que tout simplement leur boucle d'itération se fait comme ça. C'est-à-dire que Claude Code fait une tâche, il lui demande de la faire et puis ensuite il repart sur une autre tâche. Alors que si on donne à l'IA la possibilité par un mécanisme de vérifier ses propres tâches, elle va pouvoir tirer des améliorations et des conclusions et les modifier elle-même. Ça peut passer tout simplement par des screenshots comme on fait maintenant avec un site web si c'est un design qui est visuel, mais ça peut aussi se faire si vous mettez en place une application par exemple par des mécanismes de review de vos process, de votre code qui vont permettre de prendre en compte une grande et une majeure partie des problèmes que Claude peut rencontrer et qu'il n'aura pas forcément vu au moment de sa création. On peut voir que au fur et à mesure qu'on parle à Claude, on a cette petite jauge qui se remplit juste ici. Là on peut voir qu'il y a écrit 18% de mon contexte avant le auto-compact. En fait, compact, ça va tout simplement être un moyen pour Claude de prendre la discussion que j'ai eue avec lui et de la compresser. C'est-à-dire qu'il va prendre toute l'information que je lui ai donnée, qu'il m'a donnée, et il va la synthétiser et la compresser dans un message à très haute valeur et avec une forte densité d'informations. C'est un petit peu comme l'histoire du Claude.md, on cherche à maximiser la densité d'informations, on veut que chaque mot soit utile et chaque mot ait un but précis. Donc plus on a du contexte, plus ça va faire dépenser à Claude de l'argent et plus ses résultats seront médiocres. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement appuyer ici sur /compact et Claude va aller voir toute la conversation que j'ai eue avec lui et va la résumer, la densifier. Et vous pouvez faire comme ça sur une grande discussion, plusieurs /compact où il va densifier l'information pour économiser son contexte et avoir un maximum de valeur en gardant un maximum de résultats. Donc là par exemple, il vient de finir et on peut aller voir le compact qu'il m'a fait. Et donc il a summarize, il a résumé toute la conversation que j'avais eu avec lui en un seul long message qui lira avant de commettre chaque action un petit peu à la manière du Claude.md. Maintenant, ce que je peux lui demander de faire, c'est tout simplement dirige-moi vers le site. Ok, donc voilà la version corrigée de mon site. On peut voir qu'il a fait plein d'améliorations. Déjà, il a mis ça un peu en transparent et honnêtement, ça rend assez bien. Je suis assez content de ce qu'il m'a fait, en sachant que là, j'ai vraiment passé une dizaine de minutes et je vais pouvoir lui demander de déployer ce site pour qu'il soit accessible pour quiconque veuille y aller et pas nécessairement sur mon ordinateur. Donc je vais lui dire déploie-le sur Netlify. Netlify, c'est une instance qui permet de déployer en quelques clics un site web. Donc là, ça va nous être très utile et ça va permettre de le mettre en place hyper rapidement. Et c'est bon, le site web est en production, j'ai juste à cliquer ici. Et maintenant, si vous allez sur statut URL, vous allez pouvoir voir mon site, même si vous n'êtes pas sur mon ordinateur. Honnêtement, ce que je conseille quand vous utilisez Claude Code comme ça va être d'ouvrir plusieurs sessions en même temps et d'avoir par exemple plein d'onglets anti-gravity ouverts sur lesquels vous allez pouvoir faire plein de tâches. En fait, pour maximiser l'utilité de Claude Code, il va falloir lui faire un travail de reviewing par lui-même à chaque fois et faire en sorte qu'il soit toujours actif. Donc idéalement, avoir plusieurs sessions ouvertes en même temps pour utiliser plusieurs Claude Code et faire en sorte qu'il ait le moins possible à vous attendre une vérification humaine ou quelque chose comme ça. Bon, actuellement, j'étais un petit peu en train de jouer avec Claude Code pour faire le site web, mais honnêtement, vous voyez très bien que en quelques minutes seulement, vous pouvez déployer un site hyper clean. Et donc là, j'ai pas pris le design de site le meilleur et je lui ai pas donné beaucoup d'indications sur mes guidelines. Mais honnêtement, si vous êtes un petit peu plus précis et méticuleux que moi, vous pouvez largement faire quelque chose qui vous correspond parfaitement et on peut aisément se rendre compte de la puissance de Claude Code qui, en quelques minutes, a réussi à nous créer un site web parfaitement sur mesure, alors qu'il y a quelques années, ça coûtait déjà des milliers d'euros d'avoir un site comme ça. Ok, on est de retour. Je vais juste faire un petit point. Déjà, félicitations d'être encore ici. Je suis ravi de vous dire que vous êtes déjà plus avancé que 90% des gens dans votre utilisation de Claude Code. Normalement, vous avez déjà les bases et vous êtes déjà capable de mettre en place des petits projets, comme on l'a vu avec ce site web tout simple qu'on a pu créer en 5 minutes.
diminué. Et ce qui nous reste à voir maintenant, c'est tout simplement ce qui va différencier un utilisateur lambda du top 5% des utilisateurs de Claude Code. C'est ce qui fera qu'un projet ne sera pas simplement un simple loisir que vous avez fait, mais vraiment un projet destiné à être publié, que ce soit pour le vendre à des professionnels ou pour l'utiliser vous-même dans votre entreprise et avoir des réels résultats, des réels gains et bénéfices derrière. La prochaine partie, on va s'intéresser au context management, qui est littéralement le nerf de la guerre quand on parle d'IA. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce qui différencie un bon résultat d'un mauvais résultat, c'est pas vraiment le modèle, c'est pas vraiment le prompt que vous allez donner, c'est le contexte que vous allez lui fournir. C'est la qualité de ce contexte-là et la densité de ce contexte. En fait, le contexte utilisé dans une IA, c'est-à-dire la fenêtre, le nombre de tokens qu'elle a dans sa mémoire, est inversement proportionnel à la qualité des résultats que vous en aurez. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que plus l'IA a de fichiers et de mots stockés dans sa mémoire, moins bons seront ses résultats. Et inversement, si vous arrivez à vraiment optimiser la qualité des informations que vous lui donnez, ces résultats seront absolument excellents. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà un petit peu la répartition des tokens qui sont utilisés dans la plupart des IA. Ici, on prend 200 000 tokens, qui est la valeur utilisée pour le modèle Claude Sonnet 4.6, et pour le modèle Opus 4.7 par exemple, le nombre de tokens est de 1 million. Cette barre-là, il faut la voir comme l'ordre des messages que vous envoyez à Claude. Que vous le vouliez ou non, Claude va devoir lire chacune de ces cases avant de lire votre message. La première de ces cases, c'est le fichier CMD. C'est en fait plein de commandes qui sont directement accessibles à Claude et qu'il doit absolument connaître. Le deuxième, c'est la partie System Tools. C'est tous les outils auxquels il a accès. Il faut savoir que ces deux fichiers-là, on peut pas vraiment les modifier. En fait, c'est Anthropic qui les met par défaut sur Claude et on n'y a pas trop accès. Et rien que ça nous prend déjà 26 000 tokens. Le troisième fichier que Claude va voir, c'est les tools MCP, qui sont littéralement des automatisations que d'autres développeurs ont fait et ça prend énormément de place. 20 000 alors que vous en avez pas forcément besoin. Et pour le coup, ce fichier-là, on peut le modifier. Je vais venir juste après dans la partie sur les modèles contexte protocol, donc les MCP. Ensuite, il va y avoir toute la partie avec les skills qui sont un petit peu des MCP mais que vous avez développés vous-même et qui prennent beaucoup moins de place. Et seulement après ça, Claude va pouvoir lire votre message et le prompt que vous lui avez donné après avoir relu toute la conversation précédente et passée que vous avez eue avec lui. On s'en rend compte, rien que pour un message de 5 lignes, il y a à peu près 40 000 tokens qui sont utilisés. Et sachez que vous êtes non seulement facturé sur ça, sur vos crédits utilisés, mais en plus, ça influence grandement la qualité de vos résultats. Parce que ça veut dire qu'il nous reste uniquement 139 000 tokens à utiliser. Donc l'idée, ça va être d'optimiser au maximum cet espace libre pour avoir la meilleure qualité de réponse possible. Plus cet espace libre est gros, plus Claude devient intelligent et chaque token que vous lui donnez qui ne lui sert pas est littéralement gaspillé et va polluer son intelligence. Quelque chose d'autre à prendre en compte, le biais de primatie ou le biais de récence. Donc c'est le fait que Claude retient beaucoup mieux les informations qui sont données au tout début, retient un peu moins bien les informations qui sont données à la toute fin et retient encore moins bien les informations qui sont données au milieu. Et heureusement, Anthropic a pensé à tout et a mis en place un système d'arborescence de fichiers ultra optimisé pour manager son contexte. En fait, on distingue deux de ces dossiers, vous allez le comprendre assez facilement. Et c'est surtout ce qui va vous permettre de mettre en place des gros projets et d'être le plus efficace possible avec Claude Code. On va s'intéresser à la partie juste en bas et je reviendrai sur la partie en haut après, vous verrez que c'est assez similaire. En fait, ce dossier-là, .claude, c'est un dossier qui va être donné à Claude et qui va vous permettre de lui donner plein d'informations, un petit peu à la manière du fichier claude.md, mais de les séparer encore plus pour optimiser encore plus la répartition des tokens. Le fait qu'il y ait un point devant, ça veut tout simplement dire que le fichier est pas visible pour vous, c'est-à-dire que quand vous êtes dans votre répertoire de dossiers, vous n'allez pas le voir, tout simplement, c'est une manière pour les développeurs de pas polluer votre espace visuel. Dans ce dossier .claude/, on va trouver chacun de ces fichiers. Je comprends que ça paraisse compliqué, il y a du .json, .md et on a l'impression de rien comprendre, mais honnêtement, vous allez voir, c'est assez simple. Ce .json, déjà, ça veut tout simplement dire que c'est un certain type de formatage qui est utilisé pour certaines tâches pour l'IA, et le .md, c'est un autre type de formatage qui est utilisé pour l'IA. Les premiers fichiers auxquels Claude va avoir accès dans ce dossier .claude, ça va être le dossier de setting.json. Ça va répertorier toutes les permissions accordées à l'équipe, c'est-à-dire que si vous êtes membre d'une équipe et que vous avez partagé ce dossier-là avec d'autres gens, ça va dire si vous avez le droit d'accéder ou de modifier certains fichiers. Mais ça répertorie aussi les hooks qui sont littéralement des automatisations que vous pouvez mettre en place au début ou à la fin de chacun de vos messages. Et enfin, il y a l'équivalent de ce fichier simplement avec le point local qui est rajouté. En fait, la plupart des développeurs, quand ils font des instances, ces instances-là sont destinées à être publiées et à être partagées en équipe. Pour ça, ils utilisent pour la plupart un site qui s'appelle GitHub qui permet de partager ces dossiers-là et c'est littéralement comme si vous aviez un second ordinateur avec tous vos dossiers partagés en ligne et accessibles à n'importe quelle personne que vous voulez. Et le fait de mettre ce point local, ça va simplement dire que vous ne voulez pas que le fichier soit partagé. La manière pour les développeurs de partager ces dossiers-là, c'est une fois qu'ils ont fait toutes leurs modifications, ils vont cliquer sur un bouton qui va prendre tous les fichiers qu'ils ont modifiés directement sur l'ordinateur et les publier directement en ligne sur GitHub. Et donc par défaut, quand on met pas le point local, le fichier sera partagé avec votre équipe et ils pourront potentiellement le modifier. Mais quand on
transformer ce point local là, ça veut dire que le fichier restera sur votre ordinateur et ne sera pas partagé. Quand le fichier est partagé, on dit qu'il est committé, et quand le fichier n'est pas partagé, on dit qu'il est git ignored, ça veut dire que tout simplement GitHub ne va pas le prendre en compte. Il y a exactement la même chose avec votre fichier Claude.md. Vous pouvez avoir un Claude.md qui sera partagé avec votre équipe ou un Claude.md qui sera en local, donc qui ne sera pas partagé avec votre équipe. Et pour optimiser au maximum la densité de ce fichier Claude.md, on va le faire le plus court possible et que derrière on va centraliser les informations inutiles. Ce fichier Claude.md, on va le faire le plus petit possible et derrière on va mettre en place des rules, donc littéralement des règles. Par exemple, si on veut faire un site web, il y aura certainement des règles sur le style de code. Par exemple, ne fais pas ça ou utilise toujours ce langage-là de CSS. En gros, tout simplement des informations pour la façon dont le code va devoir être formaté et en fonction du résultat qu'on va avoir. Et pour ça, on peut créer autant de fichiers de règles qu'on le veut avec tout simplement des petits paragraphes à l'intérieur qui sont très spécifiques à des actions, par exemple des manières de faire le code ou ne pas toucher au fichier XYZ. Bref, c'est plein de règles qui sont hyper importantes pour Claude, mais on veut pas qu'elles polluent notre fichier Claude.md. Autre chose d'hyper pratique avec toutes ces règles-là, c'est que si vous les partagez avec votre équipe, ça vous aide à être organisé et par exemple à ne partager avec votre équipe que le fichier style de code ou que le fichier front-end React. Bref, d'être précis et méticuleux avec ce que vous partagez avec votre équipe. On a un autre fichier qui répertorie les sous-agents. Ça, on va y venir juste après, mais c'est tout simplement une manière de décentraliser certaines tâches que vous voulez faire. On a le fichier avec les skills qui sont des automatisations et le fichier avec les MCP. Encore une fois, vous le remarquerez, le fichier MCP commence par .mcp.json, c'est-à-dire qu'il sera masqué à vos yeux. En gros, le fichier Claude.md est fragmenté en plusieurs règles pour éviter qu'il soit trop lourd et avec des règles distinctes en fonction des thèmes qu'on va aborder, donc au niveau de la sécurité, du codage ou du design par exemple. Et c'est là que tout s'aligne parce que simplement, le fichier en haut, c'est la même chose mais directement sur votre répertoire, sur votre ordinateur. Comme on l'a vu précédemment, il existe 3 niveaux pour les instructions. Donc si on s'intéresse au fichier qui était juste en haut, on peut voir que c'est littéralement la même chose, un point Claude, mais juste avant, il y a ce titre là qui est la sorte de petite vaguelette. Et ça, pour la plupart des dossiers, ça veut dire que c'est sur votre réseau global, donc sur votre répertoire qui va s'appliquer sur tout votre ordinateur. Sur mon MacBook, là, ça devrait être par exemple / Lucien Mallet. Et on peut voir qu'il y a sensiblement les mêmes fichiers qui sont settings.json, donc tout simplement les permissions d'un niveau global, le Claude.md, le keybadgings.json, ça c'est tout simplement des raccourcis sur votre clavier. Encore une fois, les agents, les skills, les règles, et puis la mémoire qui va être stockée sur chacun de vos projets, que ce soit avec les logs des discussions que vous avez eues, ou même le fichier memory.md. Parce que oui, il existe un dernier type de mémoire pour Claude. Vous inquiétez pas, ça fait plein d'informations, mais je vais faire un point dessus juste après et vous allez voir que ça va être beaucoup plus clair. Pour l'instant, pour récapituler les actions que vous devez faire, la première c'est à chaque fois que vous entrez dans un nouveau projet, ça va être de run la commande /init. Comme on l'a vu précédemment, ça permet à Claude d'analyser entièrement le projet actuel et de générer un fichier Claude.md avec un résumé dense du fonctionnement du projet, du coup qui évite à l'IA de lire chacun de vos dossiers, parce que comme vous en doutez, si en plus de tous ces messages-là, elle doit relire l'intégralité de vos fichiers, ça peut aisément consommer 100 000 tokens de plus et c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce fichier Claude.md, on cherche à le rendre le plus dense possible en informations. Je vous invite à soit le faire vous-même avec des listes à puces par exemple ou des informations très denses, surtout ne pas mettre de vocaux comme on l'a vu précédemment, ça va donner plein d'informations inutiles, ou alors tout simplement les donner dans le chat et demander à l'IA de les résumer en quelque chose de très dense. Et autre chose, ne collez jamais de documentation API ou de fichiers que vous avez trouvés en ligne directement dans le Claude.md, préférez les mettre dans d'autres dossiers et faire pointer votre fichier Claude.md vers ça quand l'IA en a besoin. À savoir que ce dossier-là Claude.md, quand vous êtes sur du local, donc sur un nouveau projet, il sera pas fait automatiquement. C'est à vous de le créer, il faut faire add new folder to workspace, il faut faire CTRL-clic, faire tout simplement new folder avec un fichier que vous allez pouvoir nommer .claude. Là par exemple, je suis dans un espace de travail et on va pouvoir aller voir ce qu'il y a dans mon fichier .claude. Donc comme on l'a vu, il y a un dossier avec les agents qui sont plein d'instructions pour les sous-agents que je vais pouvoir faire tourner. Il y a un dossier avec les skills, avec les automatisations auxquelles Claude a accès. Il y a mon fichier Claude.md qui fait du coup 91 lignes, honnêtement c'est un très bon nombre. Le fichier settings.json avec encore une fois le niveau d'autorisation qu'on peut donner à Claude. Donc ici là il est en mode bypass permission, on peut le mettre en mode auto par exemple. Et enfin le fichier settings.local.json. Autre chose, j'en profite pour faire un petit point. Ce fichier là, vous pouvez demander à Claude de le générer, mais honnêtement le mieux c'est de pas lui dire de le faire de zéro, c'est de lui donner plein d'informations sur ce que vous voulez. En fait, quand vous demandez à Claude de générer un fichier, il va s'inspirer des meilleures pratiques qui marchent le mieux en général. Le problème, c'est que ces pratiques, elles sont souvent issues d'anciens modèles, et comme l'IA est un monde qui évolue hyper vite, souvent elles sont déjà intégrées dans les modèles. En gros, vous répétez des choses que Claude sait déjà. Autre chose à ne pas faire, c'est ne pas lui mettre d'informations assez vagues et inutiles comme fais de ton mieux. Je vois souvent un mème passer, c'est une photo de quelqu'un en train de vibe coder, en train d'utiliser Claude Code, avec écrit Claude, fais-moi $1 million, ne fais pas d'erreur. Non, ça va pas servir. En fait, il faut voir Claude comme un grand savant avec 300 QI, mais sur des tâches hyper spécifiques. Donc quand vous êtes très large comme ça, c'est absolument pas quelque chose qu'il va pouvoir utiliser. En revanche, si vous lui donnez des informations qui sont vraiment précises, complètes et qui ont un réel but, là ça va l'aider. Honnêtement, je pourrais vous donner les meilleurs
Honnêtement, je pourrais vous donner plein de pratiques qui marchent hyper bien sur les claude.md au moment où je vous parle, mais le problème c'est que ça évolue tellement vite que ce sera certainement obsolète au moment où vous verrez cette vidéo. La meilleure chose que vous pouvez faire, et que je fais même hyper souvent, c'est tout simplement demander à Grok de vous donner les meilleures pratiques pour votre skill claude.md. Sur Twitter, il y a littéralement des gens qui passent leur vie sur Claude Code, et j'avoue que je tire la plupart de mes astuces assez avancées parce qu'il y en a qui sont réellement hyper smart et qui arrivent à partager des choses qui sont assez intéressantes et qui marchent plutôt bien. Donc je vous invite à le refaire vous-même parce que Grok est littéralement branché sur le web en temps réel et ça va vous donner vraiment des astuces d'actualité que vous pouvez appliquer dès maintenant. Ok, maintenant vous commencez à vraiment maîtriser le context management. Je vais vous partager ces 5 leviers qui marchent la plupart du temps et ça peu importe la version sur laquelle vous êtes. C'est taper /contexte de manière régulière pour voir un petit peu ce qui vous prend le plus de contexte et parfois vous allez être étonné et vous allez pouvoir modifier des choses pour grandement améliorer la qualité de vos résultats. Aussi, je vous conseille de vraiment faire souvent /compact pour résumer la conversation. /clear, ça permet de tout reset. C'est pas vraiment à faire si vous avez partagé des informations par message qui sont importantes juste avant. On va le voir juste après, mais il vaut mieux privilégier les skills au MCP si vous voulez automatiser des tâches. Utilisez des sous-agents. Vous allez voir pourquoi, c'est la section qui vient juste après ça. Encore une fois, utilisez le meilleur modèle pour la tâche si vous faites des tâches hyper courtes. Utilisez des modèles comme Sonnet ou comme Haiku qui prennent beaucoup moins de contexte et Opus pour des grosses orchestrations qui demandent beaucoup de travail. Je fais rapidement un petit point sur la mémoire automatique de Claude. On a vu, il y avait un fichier qui s'appelle memory.md. En fait, il faut voir ça comme une sorte de Claude.md qui sera partagé entre toutes vos sessions et que Claude va mettre à jour lui-même sans que vous ayez normalement à lui demander ou à modifier un fichier. Et donc, quand vous allez voir que par exemple, il fait des erreurs de manière assez fréquente ou qu'il y a des choses dont vous êtes certain d'avoir absolument besoin à chaque fois et qu'il doit absolument revenir, il y a deux manières pour lui faire revenir. C'est soit vous allez rajouter une règle dans votre fichier Claude.md et ça peut être hyper intéressant, c'est une des choses que je préfère faire quand je travaille avec Claude, ou alors vous allez pouvoir lui demander tout simplement de revenir. Du coup, ce fichier memory.md, c'est tout simplement un fichier de mémoire global qui va s'injecter automatiquement à chaque fois que vous allez poser une question à Claude. Par exemple ici, si je lui demande quel est le nom de mon chat, il saura certainement pas me répondre parce que je lui en ai tout simplement jamais parlé. Donc si je lui demande le nom de mon chat, je n'ai pas cette information, je ne connais pas le nom de ton chat, tu ne me l'as jamais dit. Mais du coup, si je lui demande retiens que le nom de mon chat et ciboulette, il va tout simplement pouvoir mettre à jour son fichier memory.md et ajouter le nom de mon chat, ciboulette, dans ce fichier memory.md. Et donc si j'ouvre une nouvelle session Claude qui a rien à voir et que je lui demande encore une fois quel est le nom de mon chat, il va pouvoir lire son fichier memory.md et il saura automatiquement me répondre ciboulette. Donc évidemment là c'est un usage qui est assez enfantin et qui sert pas vraiment à grand chose, mais vous vous rendez compte que vous pouvez mettre plein d'informations dont Claude se souviendra vraiment sur le long terme. Faites bien attention à ce que ce soit des informations qui soient vraiment utiles. C'est un petit peu comme le fichier Claude.md. On veut pas mettre des informations que Claude devra lire à chaque fois et qui ont absolument aucun intérêt. Même si j'avoue que c'est marrant qu'il sache le nom de mon chat. Ok, maintenant on va s'intéresser aux /commandes et aux. Les /commandes, c'est tout simplement des actions préenregistrées qui correspondent globalement à toutes ces actions-là qui sont enregistrées dans notre contexte. Et oui, il faut bien que ça nous serve et qu'Anthropic nous débite pas pour rien. Parce qu'en fait, les développeurs Anthropic se sont aperçus qu'il y avait plein d'informations ou d'actions qu'on répétait à longueur de journée quand on travaillait avec Claude Code. Et donc ils ont créé des automatisations où on a juste à faire une commande avec un / avant et ça va pouvoir effectuer plein d'actions automatiquement. La première, celle qu'on a déjà vue, c'est le /init qui va générer automatiquement un Claude.md avec des informations hyper condensées. La deuxième, c'est le /contexte. On l'a vu aussi, ça va pouvoir nous dire exactement où sont les tokens utilisés et quelle est leur proportion utilisée. /compact, on l'a vu aussi. /clear, c'est pour tout simplement effacer tout l'historique et reset complètement la conversation. Le /cost, c'est pour voir tous les prix et les tokens qu'on a utilisés avec ce que ça a coûté réellement en argent. /model, c'est fait automatiquement sur Antigravity, c'est simplement pour changer le modèle. Il y a d'ailleurs un raccourci qui est Shift plus Tab qui permet de automatiquement changer le modèle. /permission, comme vous en doutez, on va pouvoir changer, aller sur le plan mode, sur l'auto mode ou le mode pour bypass toutes les permissions. Et globalement, c'est tout ce qu'il faut savoir pour les /commandes. Maintenant, on va s'intéresser aux fonctionnalités des hooks. Un hook, c'est tout simplement un petit script de code customisé qui va se déclencher automatiquement avant ou après chaque appel d'outil ou chaque message que vous envoyez. Ils sont définis dans le dossier .claude/settings.json. On va en faire un juste après. Un des exemples classiques de hook qu'on peut utiliser, c'est tout simplement de demander à chaque fois que Claude va utiliser un outil de jouer un petit son, un petit ding à la fin de chaque tâche. En vrai, ça arrive hyper souvent. Quand vous avez plein d'onglets ouverts, vous voulez savoir quelle tâche a été finie et donc vous pouvez vaquer à vos occupations pendant que Claude travaille et dès qu'il aura fini une des tâches, il fera un petit son, un petit ding et ça va vous avertir qu'il faudra aller lui redonner une consigne. Un autre exemple, ça peut être de loguer chaque action que Claude va faire dans un certain fichier, de valider les commandes risquées avant exécution, c'est en réalité ce qui se passe dans l'automode, ou d'envoyer une notification Slack ou Discord à la fin de chaque build, ou encore empêcher l'accès à Claude sur certains fichiers. Et pour créer un hook, c'est aussi simple que ça, vous avez simplement à le demander
demander à Claude, donc je vais lui faire une dictée vocale. Hey Claude, j'ai envie que tu crées un hook dans le fichier settings.json qui va m'avertir, donc à chaque fois que tu vas faire une tâche et qu'elle se finira, j'ai envie d'entendre un petit son, un petit ding qui m'appelle pour me dire que la tâche a été finie. On va lui donner ça, il va nous demander notre autorisation parce qu'on est dans le mode edit automatically, et du coup là si je lui demande par exemple si ça va, dès qu'il finira il fera un petit ding. Là vous l'avez entendu en arrière-plan et ça peut être hyper utile, c'est vraiment aussi simple que ça pour configurer un hook, et ça permet de pas avoir à répéter à chaque fois la même instruction à Claude. On va rentrer dans une des parties les plus intéressantes et les plus pertinentes si vous voulez automatiser votre tâche, c'est la création des skills pour Claude Code. Un skills, c'est littéralement une SOP, donc une procédure que vous allez pouvoir donner à Claude. En fait, vous allez passer beaucoup de temps à écrire ce fichier de skill pour le donner à Claude et qu'il soit absolument parfait. Et maintenant, à chaque fois que Claude devra refaire cette action de lui-même, il aura accès à ce fichier qui documentera exactement le processus à suivre. Il pourra la refaire en une fraction de seconde avec un résultat quasiment parfait. Concrètement, voilà comment se compose un fichier skill. Vous allez avoir un gros document, un gros fichier qui s'appellera le skill.md.markdown et qui répertoriera directement les instructions sur la connaissance que vous apportez, les instructions pour utiliser certains outils, les instructions de sous-agents ou même pour écrire du code. Et avec ça, vous allez pouvoir donner plein de fichiers de référence qui sont vraiment spécifiques au skill. Concrètement, si on structure ça sous une forme d'arborescence, ça donne à peu près ça. On a les instructions du processus principal, on a tous les fichiers de référence avec des contextes, des exemples de style, des instructions pour utiliser certains outils ou faire appel à certains connecteurs. On va avoir des assets, ça peut être des vidéos, ça peut être des fichiers photos, des sons, du binaire, ça peut être un petit peu tout ce qu'on veut en fait, ou même des scripts de code avec du Java, du Python et plein de langages, vous n'êtes même pas obligé de le comprendre. Et là vous allez me dire, oui, mais avec toute la partie sur le context management, ça doit vraiment polluer l'espace de Claude. Et bah non, parce que les skills sont justement faits pour ça et c'est ça qui les rend aussi puissants. En fait, on utilise ce qu'on appelle une structure de divulgation progressive. C'est-à-dire que ce qui va être stocké dans le fichier .claude skills, et là par exemple un skills pour scraper des leads, ça va être uniquement le front matter, c'est-à-dire les métadonnées du skill. En gros, ça va être uniquement le nom du skill, la description du skills, donc ce à quoi il sert à faire, et les outils auxquels on a accès. Et globalement, il y aura uniquement ça qui est stocké. C'est-à-dire que quand vous parlez à l'IA, ça prend à peu près 60 tokens, autant vous dire que c'est absolument rien. Ici par exemple c'est un skill pour scraper des leads, si je lui dis que j'ai envie qu'elle me scrape des leads, elle va automatiquement faire le rapprochement avec le skills et va pouvoir l'utiliser, et donc derrière pouvoir lire le skills en entier, mais uniquement si elle en a vraiment besoin. Et donc ce qui représenterait en fait 10 000 tokens ne sera utilisé que si l'IA en a réellement besoin. Et il y a plein de manières pour créer un skills. D'abord vous pouvez prendre des skills déjà existants, que ce soit sur la marketplace d'Anthropic ou sur des marketplaces déjà existantes. Donc il y a notamment une plateforme qui s'appelle skill.mp sur laquelle vous allez pouvoir avoir accès à plein de skills pour plein de tâches différentes, mais je vous invite quand même à faire attention à pas attraper des malwares ou pas télécharger n'importe quoi. Ou alors vous pouvez le construire vous-même, c'est-à-dire partir d'un processus que vous maîtrisez déjà bien, la faire une fois avec un résultat qui est parfait et demander à Claude de l'enregistrer directement en tant que skill. Et ce qui est bien et ce qui est vraiment puissant avec les skills, c'est qu'en fait il est jamais terminé. C'est-à-dire que plus vous l'utilisez, meilleur il devient. Au début vous allez planifier, vous allez le développer, vous allez le tester, vous allez vous rendre compte qu'il y a au début plein d'erreurs et plein de choses que vous voulez pas qu'il fasse. Vous allez demander à Claude de le corriger en fonction des erreurs que vous avez eues et dorénavant il réussira à tirer des conséquences de ça et faire en sorte que chaque exécution soit absolument parfaite. C'est-à-dire que Claude va être notre chef d'orchestre, c'est lui qui va décider quels skills utiliser et à quel moment. Et les skills, ça va tout simplement être les scripts qu'on aura préenregistrés, les musiciens auxquels Claude aura accès pour atteindre le résultat souhaité. Je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble concrètement et comment vous pouvez en créer un. Mais il y a 3 choses qu'il faut vraiment comprendre chez un skill. On veut avoir une description qui est ultra précise dans le front matter pour que Claude sache quand appeler le skill, exactement à quel moment et ne fasse pas trop d'erreurs à ce niveau-là. On veut aussi utiliser des scripts, que ce soit avec du Python ou d'autres langages de code, pour tout ce qui est déterministe, c'est-à-dire que tous les processus qui seront exactement les mêmes et qui relèvent pas de prise de décision doivent être pris avec des langages de code qui feront aucune erreur et avec lesquels l'IA ne va pas pouvoir tout simplement commettre des imperfections. Vous doutez bien que si l'IA est précise à 99% mais que vous faites appel à un skill 1000 fois pour des tâches hyper importantes, et ben on aura quand même 10 erreurs qui peuvent ne pas être négligeables et commettre de gros dégâts derrière. Donc on cherche vraiment à processiser avec du code. Il n'y a absolument pas besoin de le comprendre, encore une fois, vous pouvez tout simplement demander à Claude de le faire pour vous et garder de l'IA quand même pour tout ce qui est flexible et des tâches qui sont pas déterministes, qui sont pas toujours les mêmes. Aussi quelque chose d'intéressant avec Claude Code, c'est que quand vous allez lui demander de créer un skills pour répondre à une procédure, et qu'ensuite vous allez lui demander de tester ce skill-là, le résultat va souvent être parfait. Mais en fait, quand vous allez ouvrir une autre session et réessayer ce skill, vous allez vous rendre compte que l'IA fait beaucoup d'erreurs. Et ça tient sur un principe qui est assez simple, c'est que l'IA est complètement biaisée. C'est-à-dire que son contexte va polluer ses décisions. Et donc, le fait de lancer ce skills dans une discussion avec laquelle vous avez demandé à l'IA de faire des choses précises, et ben elle va tout simplement pouvoir récupérer ces choses précises-là et améliorer son résultat elle-même
même un petit peu tricher pour atteindre l'output souhaité. Alors que si vous démarrez dans une session fraîche, elle n'a pas forcément en mémoire toutes ces informations-là et elle va devoir s'aider du skill et uniquement du skill. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'en fait, il y a potentiellement plein d'erreurs dans le script ou dans les instructions qu'on a fournies à lui. Ok, on se retrouve encore une fois sur Antigravity et je vais demander à Claude de me lister tous les skills auxquels elle a accès. Pour ça, je vais faire une commande dont je vous ai pas trop parlé. Ça va tout simplement être le arrobase, et derrière, je vais pouvoir pointer vers un fichier sur lequel j'ai envie que l'IA se concentre. Globalement, ça va prendre l'entièreté de ce fichier et ça va l'ajouter à son dossier claude.md automatiquement. Donc ça va permettre, entre guillemets, de forcer l'IA à le lire. Ici, on peut voir que je suis dans mon fichier et j'ai mon fichier skill qui s'appelle skill.md. Donc je vais faire une référence à ce skill.md et je vais pouvoir tout simplement lui demander: Claude, dis-moi exactement ce que fait ce skill et pourquoi il est puissant, comment je peux l'utiliser et comment je peux faire des exemples, des tests d'itération sur ce skill. Donc là, il va tout simplement lire le fichier et pouvoir me répondre directement: voilà ce que fait ce skill et pourquoi il est puissant. Concrètement, pour vous donner un petit peu de contexte, ça c'est un projet Claude Code dans lequel je voulais créer ma propre instance qui me permet de générer mes propositions commerciales moi-même. Et du coup, j'avais accès à plein de templates de mes anciennes propositions commerciales que je voulais réutiliser. Le problème, c'est qu'au début, quand j'ai donné à Claude, il n'était pas du tout performant. Du coup, j'étais obligé de créer un skill qui va me permettre de lui fournir des images de mes templates de propositions commerciales. Et en s'aidant de ce skill, Claude va pouvoir faire une abstraction de cette template et la recréer avec le langage HTML et dans l'application que j'ai créée pour l'enregistrer directement en tant que template et que je puisse la réutiliser et la scaler autant que je veux. Je vais revenir sur les skills juste après. Il faut d'abord que je vous parle d'un autre concept pour comprendre pleinement la puissance des skills et pouvoir les tester vraiment en conditions réelles. Ce concept-là, et je sais que beaucoup d'entre vous êtes là pour ça, c'est celui des sous-agents et de la parallélisation de vos tâches. En gros, quand vous allez parler à Claude Code, vous allez pouvoir demander à Claude de faire appel à des sous-agents, donc de lui-même lancer ses propres sessions de Claude Code pour décentraliser le travail à faire. Et ça a plein d'avantages. Déjà, un sous-agent, c'est littéralement un Claude enfant avec son propre contexte et Claude peut en appeler autant qu'on veut. C'est-à-dire que normalement, quand on fait une tâche, par exemple, quand je demande à Claude de fouiller chacun de mes dossiers, et ben Claude va devoir à la main aller fouiller chacun de ses dossiers et aller polluer tout notre contexte avec potentiellement plein d'informations inutiles. Et ça, il n'y a aucun moyen d'y remédier si on passe pas par un autre agent. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est demander à Claude de faire appel à des agents pour qu'ils aillent fouiller à sa place tout notre fichier et que ça pollue leur contexte à eux. Et derrière, ils vont pouvoir ramener une version condensée de ce qu'ils ont trouvé au Claude orchestrateur. Les sous-agents, on les retrouve dans ces fichiers-là, le dossier agent, donc il y a un agent.md qui est un petit peu leur Claude.md, et puis ensuite on a des fichiers spécifiques pour chacun des agents qu'on veut, donc notamment ici avec un reviewer qui va pouvoir checker mon code à chaque fois, ou un visual checker qui va pouvoir vérifier si visuellement le rendu que j'ai correspond à ce que je recherche. Et du coup, ces sous-agents, Claude, dans votre fil principal, il va pouvoir les invoquer en leur donnant un prompt et des instructions précises en fonction des tâches que vous voulez accomplir. Il va pouvoir leur fournir une liste d'outils en fonction de ce que vous voulez faire, avec vraiment des modèles assignés et des instructions propres. C'est-à-dire que concrètement, si dans votre fil, vous avez un gros modèle Opus 4.7 et que vous voulez faire une tâche qui demande d'aller rechercher des centaines et des centaines d'informations sur Internet, et bah croyez-moi que si vous demandez à Claude avec le modèle Opus 4.7 de le faire, ça va défoncer tout son contexte. Alors que vous pouvez tout simplement demander d'invoquer plusieurs agents qui utiliseront peut-être le modèle Sonnet 4.6 ou Haiku pour consommer beaucoup moins de tokens et être beaucoup plus efficace sans polluer le fil principal de votre discussion avec le gros agent orchestrateur. Et c'est vraiment hyper utile parce que du coup, l'agent principal peut littéralement invoquer des centaines de sous-agents avec leur propre contexte dans des sessions isolées sans polluer son propre fil. Et un sous-agent, par exemple, de recherche peut être vraiment crucial. Si on veut, par exemple, naviguer sur le web, derrière, ça va renvoyer un fichier condensé avec ce que l'agent a potentiellement trouvé sans polluer notre contexte principal. Pour ça, on va s'intéresser à utiliser des modèles moins chers, comme je l'ai dit, avec Sonnet 4.6 ou le modèle Haiku. Et en plus de ça, on peut paralléliser notre travail. C'est-à-dire que quand on parle à Claude normalement et lui demande d'accomplir les tâches, il va devoir les faire de manière linéaire. Ces tâches-là, c'est le seul à les faire. C'est-à-dire qu'il va devoir les faire une par une. Par exemple, si celle-là prend 1 minute, cette tâche 2 prend aussi 1 minute et cette finale tâche 3 prend aussi 1 minute, et bien au total, ça nous aura pris 3 minutes et ça nous aura consommé un certain nombre de tokens. Mais en faisant appel à plusieurs agents, on va pouvoir paralléliser tout ça. C'est-à-dire que l'agent principal va fournir un prompt à 3 agents qui vont pouvoir accomplir les 3 tâches en même temps. Et au total, ça va donc durer 1 seule minute. Et ça, c'est vraiment puissant. Si par exemple, on veut scraper des leads sur plein de sites différents, mettons qu'on doit faire ça sur 10 sites différents et que chaque site prenne 5 minutes, et ben on va se retrouver avec une tâche qui dure globalement 50 minutes, alors qu'on peut tout simplement l'outsourcer à plusieurs agents qui vont pouvoir la faire en même temps pour nous faire gagner du temps. Et vous pouvez créer des sous-agents qui sont préenregistrés et que Claude utilisera automatiquement pour n'importe quel processus de travail. Honnêtement, les 3 principaux que j'utilise vraiment au quotidien et qui me paraissent les plus importants, je dois absolument les mentionner. Le premier, c'est celui qui va pouvoir rechercher sur le web. Il va directement aller sur le web, lire les documentations,
documentation, sur les API, sur plein d'outils. Il va consommer potentiellement jusqu'à 150 000 tokens dans ses recherches individuellement, en sachant que Claude peut en lancer 10, 15, parfois 20. Et derrière, il va seulement ramener un résumé hyper condensé de valeur de 2000 tokens sur l'agent orchestrateur. Il y a aussi un agent pour review le code, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lancer plein d'agents en parallèle qui vont tous lire le code, parce que comme on l'a vu précédemment, l'orchestrateur a un biais, c'est-à-dire que si vous êtes sur une discussion, que vous venez de finir une construction à faire et que vous demandez à Claude de la checker pour voir s'il y a des erreurs, et il va pas forcément se rendre compte parce qu'il vient de la finir et il a l'impression, comme c'est lui qui l'a construit, que tout va aller bien. Alors que si on démarre sur une session vierge avec plein d'agents, ils vont pas du tout être biaisés comme ça, et ils vont pouvoir détecter des réelles erreurs que l'agent orchestrateur n'aurait jamais pu détecter. Et enfin, on peut mettre une fonction hyper pratique pour les itérations avec les loopings et faire en sorte que Claude détecte ses erreurs tout seul avant de venir vous voir avec le résultat final. Ça va tout simplement être des agents qui vont poser des questions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la grosse IA orchestratrice avec laquelle vous discutez va finir de faire une action, automatiquement, il va y avoir un agent qui va aller checker ce qu'elle a fait, qui va potentiellement contredire certaines affirmations qu'elle aurait pu avoir ou remettre en cause certains du code qu'elle aurait pu écrire. Et ça va automatiquement permettre littéralement d'avoir un développeur derrière vous qui vous souffle les réponses et qui corrige en temps réel les erreurs de Claude. Très concrètement, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et quelle est la puissance derrière les agents IA. Et on verra qu'encore mieux derrière, on va pouvoir les intégrer directement dans nos skills dont je vous ai parlé précédemment. La première chose à faire, ça va être de créer l'agent qu'on veut. Pour ça, on va tout simplement discuter avec Claude et lui parler des spécificités qu'on veut sur notre agent. Hey Claude, j'ai envie que tu crées un agent que je vais pouvoir utiliser pour faire des recherches. En fait, j'ai ce projet-là sur mon générateur de propositions commerciales automatisées et j'ai envie que tu mettes un agent qui va aller chercher toute la documentation, notamment sur les API de Gamma, sur les fonctionnalités utiles de Gamma, sur les potentiels problèmes qu'il peut y avoir avec, sur notamment des propositions commerciales qui convertissent. Vraiment, j'ai envie que tu crées un agent sur lequel on va pouvoir paralléliser le travail pour faire en sorte qu'il aille rechercher sur toutes les sources qui sont vraiment fiables, uniquement les meilleures sources, et qu'il ramène toute l'information de valeur qui peut me servir à améliorer ce projet-là. Créer cet agent maintenant. Vous l'aurez compris, il n'y a même pas besoin d'écrire le code. Encore une fois, Claude peut le faire pour nous. On peut voir que même là, il est en train de faire appel à un skill qui va lui permettre d'écrire ses propres fichiers. Et ok, il vient de me créer mon agent Research Propal et on va pouvoir lui demander de l'essayer directement. Ok, super, j'ai envie que tu recherches plein de sites internet. Tu vas faire tourner 5 de ces agents-là en parallèle et puis tu vas me rapporter toute la valeur et me proposer des améliorations concrètes pour mon projet de proposition commerciale automatisée. Derrière, je vais lui envoyer ce message-là et puis il va trouver les tâches qu'on peut déléguer à différents agents. Donc il a séparé ça en 5 tâches. La première, ça va être de checker la documentation sur Gamma, qui est l'application de référence pour les propositions commerciales automatisées aujourd'hui, des potentiels features pour les proposals, donc que ce soit sur les templates, l'export PDF, la customisation, les bugs ou les limitations qui sont déjà connues sur Gamma. Ensuite, un autre agent qui va aller voir les meilleures pratiques pour la conversion dans l'espace B2B qui est le mien, et même des templates de consulting IA avec des propositions commerciales. Et on peut voir que du coup, il a délégué ça à 5 agents en parallèle. Ils sont actuellement tous en train de tourner et on peut voir que notre orchestrateur a fourni un prompt différent à chacun de ces agents-là. Là, par exemple, c'est un de nos 5 agents et lui a dit tu es un chercheur documentaire pour Scala.ai qui appelle l'API Gamma pour générer des présentations commerciales automatiquement. Tu ne codes pas, tu cherches, tu lis et tu synthétises. Et derrière, il va te donner plein d'informations hyper précises sur les meilleures pratiques à faire avec un document qui fait à peine 29 lignes. Et des agents comme ça, on va pouvoir en faire tourner 5, 10, 50, 100. Il n'y a aucune limite. Après, comme vous en doutez, si on en fait tourner 3 en même temps, on va avoir tendance à utiliser beaucoup plus de tokens et à casser notre crédit Claude assez rapidement. Et du coup, les sous-agents, c'est tellement puissant qu'on a envie de l'utiliser pour plein de tâches et pour paralléliser plein de choses en même temps. Oui, mais pour le coup, là, on va faire des mathématiques assez simples, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre pour doser les tâches qu'on va donner à des sous-agents. On veut faire en sorte de perfectionner les prompts qu'on va donner à ces sous-agents-là et de leur simplifier le plus possible la tâche. Donc, par exemple, on va éviter de faire un seul sous-agent qui va effectuer plusieurs actions, mais on va encore plus réduire leurs tâches en la rendant beaucoup plus simple avec vraiment une seule action extrêmement précise. Parce que l'IA va tout simplement amplifier ce que vous lui donnez en input. Et si vous lui donnez n'importe quoi en input, elle va vous sortir 100 fois plus n'importe quoi. Si chacun de vos sous-agents a un taux de réussite de 95% et que vous en lancez 10 en même temps sur une tâche critique, ça peut être par exemple répondre à certains de vos mails ou classifier, trier vos mails, et bah on va se retrouver avec 59% de réussite au final. En fait, on a 41% de chance qu'il y en ait un qui fasse une erreur. Parce que 0,95 fois 0,95, en fait 0,95 exposant 10, on se retrouve avec ce 59 là. Donc l'idée, ça va être de simplifier au maximum la tâche donnée à chacun des sous-agents. Et plus on simplifie, plus on va pouvoir multiplier le nombre de sous-agents qu'on peut faire tourner sans faire d'erreur en arrière-plan. Ok, donc là les sous-agents viennent de retourner leur travail au gros orchestrateur et on peut voir que j'ai énormément d'informations de valeur alors que le contexte et la mémoire
l'erreur de mon agent principal n'est absolument pas polluée. Donc ça me propose des décisions qui ont un impact réel sur le ROI et la conversion de mes propositions commerciales. Donc faire en sorte que la slide 2 se vende tout seul, faire en sorte de proposer 3 options de prix, intégrer un DocuSign ou un PandaDoc en bout de chaîne pour permettre aux gens de signer directement la proposition commerciale, faire en sorte de bannir les images qui sont trop génériques, rajouter des points de contact et faire en sorte que la propale se vende tout seul et soit assez explicative si les gens n'étaient pas là pendant l'appel pour qu'ils puissent quand même suivre. Je vais vous montrer dès maintenant un exemple d'un skill que j'ai fait pour générer mes propales. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de générer du coup une propale pour mon dernier lead et là il va se passer quelque chose d'intéressant. En fait, il va faire appel à des agents que j'ai fait exprès de mettre dans le skill et qui vont pouvoir directement rechercher, aller chercher dans ma base de contexte avec toutes mes données pour voir quel est mon dernier lead, quelle est la dernière personne avec qui j'ai eu un appel. Mais concrètement, il va pouvoir faire appel dans ce skill à des agents qui vont rechercher directement dans mon contexte sans polluer le sien. Et ensuite, j'ai enregistré directement dans ce skill qui s'appelle Propal Generator plein de références de propal qui ont bien marché, ainsi que le document skill.md, du coup avec le nom, la description, ça c'est uniquement les métadonnées qui sont enregistrées, et puis le processus exact à suivre que j'ai passé des heures à rédiger. Et avec ce skill, j'ai vraiment des informations de très haut niveau, avec tout simplement une checklist que l'IA va pouvoir faire pour automatiser des tâches intellectuelles intelligentes. Et contrairement aux sous-agents, les compétences s'intègrent directement dans l'agent principal et elles peuvent elles-mêmes intégrer des sous-agents. Et vous pouvez même demander à l'IA de construire vos propres fichiers skill. Vous avez juste à lui parler, à lui dicter un processus que vous faites actuellement. Elle va vous générer une première version de ce fichier skill qui correspondra peut-être, encore une fois, à 90% du résultat que vous souhaitez. Et au fur et à mesure des itérations que vous allez faire sur ce skill, ça va atteindre un taux de succès de 98 à 99%. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description le lien vers 10 des skills que j'utilise le plus souvent au quotidien dans mon entreprise et qui m'ont fait gagner énormément de productivité. Je vous invite vraiment à les essayer, je vous assure que si vous arrivez à les intégrer dans vos processus, ça changera votre façon de travailler et ce d'une manière très positive. Quelque chose d'autre d'hyper intéressant avec les skills, c'est que contrairement à des processus avec des scripts, l'IA va pouvoir tout simplement monitorer son utilisation des skills et comme la plupart des processus changent souvent, elle va pouvoir voir si par exemple il y a un problème avec l'appel d'un certain outil, que peut-être l'API, c'est-à-dire le connecteur ne marche plus vraiment, et elle va pouvoir tout simplement voir ces erreurs-là, les corriger et améliorer le skill derrière pour qu'il ne la refasse plus. Là où un script habituel avec les anciennes opérations qu'on pouvait voir, si ça cassait souvent silencieusement, vous n'étiez jamais au courant et personne n'était là pour le corriger. En cas d'erreur dans l'exécution d'un script, l'IA est capable de voir cette erreur-là, de la corriger et de débugger le problème en temps réel. Ok, il vient de finir de générer, je lui ai donné aucune autre instruction et on va tout simplement pouvoir aller voir la propale qui m'a généré du premier coup. Et on peut voir que c'est quand même extrêmement propre pour quelque chose que je lui ai demandé de faire en une fois. Il y a plein de choses que j'aurais pu littéralement dire moi-même. C'est vraiment une proposition commerciale qui, je pense, pourrait vraiment bien convertir. Il met les accès à mon Calendly en ayant pris compte que c'était bien le rendez-vous numéro 2 parce que si j'avais fait la propale, c'était le premier appel et donc il va mettre le lien spécifique pour mon rendez-vous numéro 2. Et rien que pour ça, merci à la mémoire automatique de Claude. Et là, quelque chose de vraiment hyper intéressant que je peux faire, c'est non seulement la propale me paraît bien, mais je vais en plus pouvoir demander à un autre agent, avec un autre skill, de tout simplement aller vérifier lui-même si le résultat est convenable. Donc je vais lui dire, utilise Agent Browser pour aller voir le résultat de cette proposition commerciale, proposer des potentielles améliorations, les rapporter sur le thread principal et me demander mon autorisation pour les appliquer. Et donc là, j'ai littéralement un petit agent qui est en train de checker toute la propale qui vient de générer, qui va proposer des améliorations et des modifications en faisant des screenshots sans polluer le thread principal. Je pense que vous l'aurez compris, les sous-agents et la parallélisation, quand on arrive à coupler ça avec les skills, on peut avoir de très bons résultats. Ok, il faut que je vous parle de cette dernière feature avant de passer à l'étape suivante qui va être tout simplement les scripts et les modèles contexte protocol, les MCP. On l'a pas trop utilisé, mais il y a le mode planification qui permet à Claude de prévoir des tâches qui vont être assez longues. Par exemple, ici, j'ai l'entièreté de mon fichier qui contient tout mon contexte et on peut voir que c'est quand même assez brouillon, il y a plein de fichiers qui devraient pas être là et donc je vais passer sur un mode avec une IA assez intelligente, je vais passer en mode planification et je vais lui demander de préparer, de faire un audit complet. Ok, j'ai envie que tu lances plusieurs agents en parallèle, faire un audit complet de mon vault de contexte, que tu regardes tout ce qui va pas, où sont les fichiers qui ne sont pas bien rangés, qui ne sont pas propres, les potentielles erreurs. Je n'ai pas envie que tu touches à l'intérieur au contenu des fichiers, uniquement à la structure pour rendre ça beaucoup plus propre, que les fichiers soient vraiment là où ils devraient être. Nettoyer un petit peu tout ça. Aussi propose des potentielles suppressions de certains fichiers s'ils ne sont pas nécessaires ou s'ils ne servent à rien, n'ont pas vraiment d'intérêt dans ce vault. Et on va pouvoir lui envoyer ça. Du coup, actuellement, il n'a aucune permission. Il ne va pas pouvoir modifier des fichiers, mais seulement faire un audit complet en profondeur, faire appel à d'autres agents pour préparer ensuite les modifications qu'il pourra faire. Ok, du coup, on a toutes nos sessions qui tournent en parallèle. On va essayer de pas trop se perdre. D'un côté, il y a notre agent qui
qui vient de voir sur internet, de prendre des screenshots et de me proposer des modifications directes, je vais pouvoir tout simplement lui demander de les appliquer en appuyant tout simplement sur oui, et on peut voir que je n'ai rien eu à faire et il est lui-même allé checker son travail, aller proposer des modifications et des itérations de manière complètement autonome. Derrière, on a notre audit qui est en train d'être fait et Claude me pose directement des questions sur les choix que je veux faire. Ok, vous commencez peut-être à prendre un petit peu de recul sur toute cette utilisation de Claude Code, etc. Donc pendant qu'il y a mon agent qui est en train de tourner, je voulais faire un petit point. Déjà, vous êtes beaucoup plus avancé que la plupart des gens. Vous commencez vraiment à avoir un bon niveau sur Claude Code normalement si vous avez retenu tout ce que je vous ai dit. Je sais que ça fait une très grosse densité d'informations, mais je vous invite vraiment à l'essayer, à l'appliquer et vous apprendrez plein de choses tout simplement en pratiquant. Il y a deux autres points sur lesquels je voulais venir. Le premier, c'est qu'on voit énormément de choses passer sur les réseaux, que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube. Il y a globalement des nouveautés IA qui sortent tous les jours et honnêtement, c'est très dur de suivre le rythme. Donc je vous invite vraiment à prendre un peu de recul, à vous concentrer uniquement sur les améliorations, les nouveautés sur l'IA qui vous touchent vraiment et qui peuvent vraiment avoir un impact sur votre business et pas trop vous diluer, perdre votre focus. Si je suis honnête, pour être de l'autre côté des personnes qui installent l'IA, qui travaillent complètement avec au quotidien, même moi je me sens dépassé, même les ingénieurs d'OpenAI ou Anthropic se sentent complètement dépassés. Et honnêtement, ne vous inquiétez pas, ce qu'on voit quand on met en place des choses pour les entreprises, c'est qu'on est encore des mois et des mois en arrière. La plupart des entreprises tournent encore avec des anciens workflows hyper déterministes sur N8N et n'ont même pas d'instances Claude Code qui sont installées. Donc ne vous en faites pas, vous n'êtes pas en retard, il est encore extrêmement tôt dans cette ère de l'IA. Autre chose, on peut voir que c'est extrêmement facile de déléguer tout ce qu'on fait à l'IA. Ça veut dire que si je veux aujourd'hui déployer une application, si je veux remplacer n'importe lequel des SaaS que j'utilise, je peux tout simplement demander à Claude Code de me le reconstruire et en 24 heures, j'ai une version qui marche vraiment bien. Donc déjà, ça impacte économiquement les SaaS. On peut voir que je crois tous les CRM, HubSpot, etc. ont largement chuté sur le cours de bourse. Mais ça veut dire autre chose. Ça veut dire que si on fait tout construire l'IA sans rien comprendre au code, elle va pouvoir très bien gérer la plupart des choses, nous créer des instances, pouvoir les déployer, mais il peut aussi y avoir des gros problèmes. Parce que si les gens utilisent Claude Code pour construire de belles choses, il y en a aussi qui l'utilisent pour trouver des failles de sécurité dans beaucoup d'instances qui sont déployées et qui vont derrière pouvoir les voler et accéder à plein de vos informations. C'est pas du tout ce qu'on veut, surtout si on travaille avec des entreprises. Donc avant de faire quoi que ce soit, avant de déployer un projet IA, soyez sûr de ce que vous faites. Je vous invite à me contacter si même vous en avez besoin. Je mettrai mon lien Calendly dans la description. N'hésitez surtout pas à passer, on fera un appel ensemble. Je répondrai à toutes vos questions. C'est pas grave si on s'engage pas sur un projet. Si je peux éviter un drame avec l'IA, c'est avec grand plaisir. Juste petit point, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, il y a exactement 5 heures, il y a le plus grand opérateur d'IA Mistral en France qui vient de se faire hacker et il y a un cybercriminel qui a mis en vente pour 25 000 € 5 gigaoctets de fichiers internes extrêmement importants sur des sites de hackers. Ça prouve encore une fois qu'il faut pas faire n'importe quoi et qu'on peut faire confiance à Claude Code pour construire plein de choses, mais il faut faire très attention avec les données qu'on publie en ligne et garder toujours un petit peu de recul sur ce que l'IA est capable de faire ou sur les fichiers qu'on peut télécharger, parce que s'il y a plein de skills qui paraissent hyper prometteurs en ligne, c'est très facile d'attraper un malware. De l'autre côté, c'est magnifique, je viens d'avoir mon fichier qui vient d'être nettoyé. On va maintenant s'intéresser au MCP, les modèles contexte protocole. En fait, c'est littéralement des skills, mais qui proviennent d'autres personnes. C'est-à-dire que c'est concrètement la même chose, sauf que c'est pas vous qui les écrivez, vous allez les récupérer sur des développeurs dont c'est le métier et qui les ont mis en place pour vous. Si je devais en conseiller qu'un, ce serait le MCP qui s'appelle Chrome DevTool. Concrètement, ça va permettre à Claude d'aller sur votre navigateur, de le contrôler en direct, de prendre des screenshots, de remplir des formulaires, se connecter à votre place si vous l'y autorisez. Et c'est 100 fois plus rapide qu'avec le WebFetch qui était un petit peu l'ancienne solution pour faire ce genre de tâches. Si je devais donner un exemple concret, ce serait sur mon System.io, qui est mon instance pour gérer mes newsletters et les emails que j'envoie à mes clients. En fait, System.io n'a pas vraiment d'API. L'API, c'est le moyen de se connecter à des outils. Et donc, j'ai dû connecter ce MCP Chrome qui va permettre à l'IA d'aller automatiquement se connecter à ma place, comme si c'était un humain sur mon compte System.io et d'effectuer des actions sur mon compte. Toutefois, le problème avec les MCP, c'est que c'est pas comme les skills, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette structure de divulgation progressive. Donc, concrètement, un seul MCP est loadé en entier. Par exemple, le MCP ClickUp que beaucoup de gens utilisent prend à lui seul 20 000 tokens. 20 000 tokens d'un coup avant même que tu écrives ton premier message. Si tu as bien compris la partie sur le context management, tu sais à quel point c'est un drame. Donc avant chaque installation d'un MCP et avant chaque utilisation, je t'invite vraiment à faire ce slash contexte pour vérifier qu'il n'y en a pas un qui prenne trop de place. Et ce que je conseille vraiment, c'est de commencer en installant des MCP, tu valides si ça marche et derrière tu demandes à Claude d'en créer un skill pour économiser un maximum de tokens. Ce serait un petit peu le prototype. Pour installer un MCP, c'est hyper simple. Soit vous le trouvez en ligne, vous le téléchargez, vous le donnez directement à Claude, soit vous pouvez demander directement à Claude, je veux que tu cherches le MCP sur Gmail, que tu le télécharges pour moi en le mettant dans un fichier spécialisé dans mon dossier perso et work que je supprimerai après, c'est juste pour les besoins d'un test. Installe-le et dis-moi quand c'est bon. En fait, comment va marcher un MCP? Pour l'installer, vous pouvez tout simplement copier des lignes JSON. Le JSON, c'est du JavaScript, c'est un certain langage que l'IA utilise, et le coller dans un certain fichier que Claude pourra lire, qui derrière va lui permettre d'installer le MCP. Si un MCP, c'est un skill qui permet donc d'automatiser plein de tâches, c'est souvent aussi utilisé pour connecter des outils. En fait, vous allez utiliser ce qu'on appelle une
clé API qui sera connectée et installée directement dans ce MCP et ça va permettre donc de se connecter aux outils. En fait, l'API, c'est un petit peu le moyen de faire des actions sur une application sans passer par l'interface visuelle. En gros, ça va nous permettre d'effectuer des actions. Par exemple, si là on parle de Gmail, j'aurais envie de trier mes mails, j'aurais pas besoin de me rendre sur l'application de Gmail, d'appuyer sur trier et d'appuyer sur chacun de mes mails pour faire une action. Je pourrais directement passer par l'API qui me permettra d'effectuer ces actions en ligne sans avoir besoin de me rendre sur l'interface visuelle. Si je prends encore une fois une métaphore un petit peu douteuse, c'est comme si vous étiez au restaurant et au lieu de devoir passer par le serveur qui va venir vous demander votre commande pour la passer en cuisine, vous pouviez passer directement par la cuisine pour transmettre des informations. Mais comme je l'ai dit, soyez un petit peu prudent sur l'usage des MCP parce que leur poids est littéralement astronomique en termes d'utilisation de tokens. Et un seul outil peut peser beaucoup plus lourd que tous vos skills réunis. Parce que comme je l'ai dit, uniquement le front matter, c'est-à-dire les informations qui sont vraiment utiles à chaque fois, sont loadées dans le skill, alors que le MCP est tout simplement chargé en entier à chaque fois que vous envoyez un message. Ok, je viens de télécharger le MCP de Gmail directement, il me guide pour l'utilisation, et on peut voir que si j'appuie sur /contexte, du coup il y a tous mes MCP qui sont chargés, et ça prend quand même une grande partie de mes tokens. 60 000 tokens, c'est vraiment quelque chose qui est pas négligeable dans toutes vos utilisations. Et même s'il y a cette option deferred qui permet un petit peu de faire une alternative aux skills, où Claude va uniquement charger les informations du MCP quand il en a besoin, ça prend quand même 60 000 tokens, qui est littéralement 6% des 1 million de tokens disponibles sur le modèle Opus 4.5. Et ici, j'ai le détail de chacun de mes tools MCP, donc celui qui me prend le plus de place actuellement, ça m'a l'air d'être celui sur Gamin, mais on peut voir que j'en ai tellement, parce que c'est réellement tellement simple d'utiliser des MCP pour faire plein d'actions en ligne, et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Et du coup, avec ce MCP Gmail, il va pouvoir faire des actions directement sur l'application Google Mail. Ici, je vais lui demander d'utiliser le MCP Gmail pour proposer un tri de tous mes mails existants par label, potentiellement avec certains à supprimer qui ne sont pas vraiment utiles. Donc là, il m'a proposé un plan de structure que je vais pouvoir utiliser pour mon Google Mail. Je vais tout simplement lui dire ok, mais utilise des agents pour faire tout ça, pour pas polluer tout simplement les milliers et les milliers de mails que j'ai dans son contexte principal. Et je peux lui dire explicitement de ne pas bloquer les newsletters. Bien sûr, je pourrais créer un skill pour trier tous ces mails et les labelliser, mais là c'est une tâche qui est vraiment un one time, je pense pas le refaire très souvent, donc il y a peut-être pas besoin de créer ce fichier skill. Et on peut voir qu'encore une fois, il est en train de paralléliser le travail et de dispatcher ça sous 3 agents pour prendre 3 fois moins de temps et potentiellement 3 fois moins de tokens. Et avec cette vision d'ensemble et toutes les ressources que je vous ai listées précédemment dans ce cours, vous vous rendez compte que vous pouvez certainement automatiser plein de vos tâches, que ce soit sur des applications, que ce soit sur vos mails, inclus une clé API ou un MCP qui va vous permettre de connecter Claude directement dessus, d'accéder à vos données et d'effectuer des modifications. Bon, ici c'est ma boîte mail pro, du coup il n'y a pas vraiment d'informations extrêmement importantes, je préfère communiquer par WhatsApp, donc j'ai pas trop de scrupules à lui donner, mais faites quand même attention aux endroits où vous branchez Claude. Il y a quelques jours, j'entendais un ex-ingénieur d'Anthropic qui a contribué à développer Claude Code, qui disait qu'il ne branchait absolument pas Claude sur ses mails, mais ce vers quoi on veut vraiment tendre avec ce Claude Code, si on prend un petit peu de recul, c'est de tout simplement créer une seule et même interface unifiée. Cette interface-là, elle aurait 5. Et les 3 couches-là, c'est ce que je mets en place chez les entreprises, et c'est ce qu'on observe chez les entreprises qui arrivent réellement à bien utiliser l'IA. La première couche, c'est le cerveau contextuel. C'est ce qui va permettre à l'IA, à Claude Code, de connaître exactement votre boîte, votre entreprise, votre avatar client, vos leads en cours, vos prospects, bref, de tout savoir sur vous. Ça vous permettra non seulement de plus avoir à copier-coller à chaque fois que vous voulez faire une information depuis votre CRM dans Claude, et c'est vraiment la fondation qui va aujourd'hui permettre d'avoir le contexte nécessaire que l'IA va pouvoir aller chercher pour accomplir n'importe quelle tâche que vous voulez faire. Ça s'appelle le contexte OS. C'est ce qui transforme le Claude en votre Claude. Un Claude qui vous appartient et qui connaît tout sur vous. La deuxième couche, c'est les modules métiers. C'est cette fondation qui va connecter tous vos outils, tous les outils dont vous avez besoin, que ce soit les emails, la communication, la génération de contenu, votre pipeline client, votre dashboard finance. Chaque module est branché sur le cerveau en ligne de la couche. Et ça permet à l'IA d'aller chercher directement dans les outils sans que vous ayez encore besoin de faire de copier-coller. Et la troisième couche, la plus puissante, c'est l'orchestration. On va se servir de tout ça pour automatiser tous les processus qui vous prennent du temps et sur lesquels vous n'apportez pas vraiment de valeur dans votre entreprise. Que ce soit sur la création des propositions commerciales, sur la réponse aux mails, sur la préparation des meetings si vous êtes un commercial. Et tout ça, ça passe par des skills, par des automatisations, par des scripts, que ce soit sur des applications no-code, low-code comme N8N ou même directement dans Claude Code. Et si on met en place ces 3 couches-là, on a ce qu'on appelle un AI OS, un AI Operating System. Vous avez littéralement le cerveau de l'IA qui a des centaines de QI avec vous, plus les mains de l'IA pour qu'elle fasse des actions, plus un chef d'orchestre qui va pouvoir diriger tout ça. Et c'est ce que je m'applique à mettre en place chez les entreprises et c'est ce que vous devez absolument mettre en place dans votre entreprise. C'est cet AI OS. C'est vraiment l'hybride le plus puissant qui permet d'accéder à toute la puissance de l'IA et c'est ce qui est mis en place chez les entreprises de Fortune 500 qui arrivent à scaler sans recruter grâce à lui. Si vous voulez qu'on en parle, le lien Calendly est dans la description. Encore une fois, il est en train de trier mes 300 derniers mails, qui est un travail tout simplement titanesque que je n'aurais jamais pu faire moi-même à la main. Mais avec toute la puissance des agents et de la parallélisation du travail, ce qui me prendrait normalement 5 ou 6 heures, va en réalité littéralement me prendre 5 minutes. Et là, c'est une tâche
tâches que je fais vite fait simplement où je trie mes mails, mais je peux très aisément, avec tout ce que je vous ai appris précédemment, créer un fichier skill.md qui va par exemple me proposer un brouillon de réponse pour tous mes mails ou pour un certain destinataire. Bref, les possibilités sont absolument infinies et avec Claude Code, il n'y a plus aucune excuse pour continuer à passer du temps sur des tâches sur lesquelles vous n'apportez pas vraiment de valeur ou qui sont tout simplement de l'ordre de la répétition. Et ok, on peut voir que c'est bon, il vient littéralement de finir de trier mes 300 derniers mails en l'espace de 5 minutes. Ils ont tous un label, bon là c'est pas hyper beau et je sais pas si ça me servira vraiment, mais je peux vraiment rajouter de la couleur, je peux les trier par ordre, je peux supprimer tous les mails qui se trouvent dans un certain label, et honnêtement, c'est game changer pour tous les travaux en entreprise. On va pas se le cacher, construire quelque chose avec Claude Code c'est bien, mais si personne le voit, ça sert à rien. Donc voilà les deux méthodes les plus simples pour déployer n'importe quelle production Claude Code vers le monde extérieur et la rendre accessible à qui que ce soit. La première option, c'est Netlify. Ça permet de mettre en ligne n'importe quel site simplement en demandant à Claude. Concrètement, vous lui envoyez ce message, publie mon site sur Netlify, connecte-toi à mon compte. Il va vous demander vos identifiants, vous allez juste avoir à vous connecter et c'est bon, votre production est en ligne. C'est comme ça que je publie tous mes sites, notamment celui pour générer mes propals, et que je puisse y accéder directement sur mon téléphone sans même avoir mon ordinateur allumé. Mais si on veut aller encore plus loin et publier des sites qui seront visités par de nombreuses personnes, notamment pour avoir des clés API ou mettre en place des instances un peu plus techniques, il faut qu'on migre sur l'application Modal. C'est honnêtement la plus simple, elle coûte littéralement 5$ à l'inscription, et puis vous l'avez. C'est littéralement la plus simple, vous avez les prix qui s'affichent juste ici, mais honnêtement c'est dérisoire par rapport à la qualité que vous avez. Et puis encore une fois, vous avez juste à demander à Claude de vous guider dans les étapes pour déployer votre site, et en quelques minutes, ce sera concrètement le meilleur exemple de ça que je peux vous donner, c'est pour la création des skills. Aujourd'hui, le process le plus simple reste de créer les skills vous-même en local, donc sur votre ordinateur, et puis de les tester. Une fois que le résultat vous convient, vous pouvez le déployer directement sur Modal, et puis ensuite vous pouvez l'utiliser directement comme un URL public, c'est-à-dire que dorénavant, quel que soit l'appareil sur lequel vous êtes, vous pourrez simplement aller sur une URL et le Skills Cloud va automatiquement s'activer. Ça marche peu importe l'instance que vous avez, que ce soit sur N8N, sur Make, sur Zapier, sur ton CRM ou même sur Slack. Une autre option, ça va être de créer des routines sur Claude Code. En fait, c'est tout simplement des tâches qui vont s'activer même avec votre ordinateur éteint. Vous allez pouvoir les définir de deux manières. La première, ça va tout simplement être en la faisant tourner tous les jours à une certaine heure ou toutes les semaines à une certaine heure, bref, la définir selon un certain calendrier, ou encore la définir à partir d'une clé API, donc encore une fois, une URL sur laquelle vous allez pouvoir vous rendre depuis n'importe quel appareil qui va activer l'automatisation. Ça peut notamment être hyper utile pour checker vos mails et les labelliser, les filtrer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir une action et demander à Claude de tous les samedis à 18h aller vérifier chacun de vos mails et les trier selon le skill.md que vous aurez construit auparavant. Et honnêtement, pour mettre ça en place, rien de plus simple, vous avez encore une fois simplement à demander à Claude Code de créer une routine à partir de l'automatisation que vous venez de faire ou de lui donner des instructions pour en créer une nouvelle. Maintenant, je suis obligé de finir cette vidéo sur un petit point de prévention, c'est-à-dire que déployer des applications comme ça sans avoir aucune connaissance de code, ça peut quand même être assez dangereux. Si je prends un exemple très récent, c'est un modèle IA qui est sorti il y a quelques temps, il y a quelques mois, donc c'est quand même assez récent. Et ce modèle d'IA, vous pouvez le faire tourner directement sur votre ordinateur en téléchargeant un fichier et il a fait une grosse hype sur les réseaux, tout le monde en parlait pendant quelques semaines et tout le monde voulait l'installer, tout le monde voulait vraiment l'essayer. Le problème, c'est qu'il y a des petits malins qui en ont profité pour publier des fichiers avec des malwares. C'est-à-dire que des gens n'y connaissaient rien en développement et voulaient installer cette IA pour pouvoir profiter de tous ces bénéfices qu'on voyait sur les réseaux. Le problème, c'est qu'ils ont installé un fichier rempli de malware, ils se sont tout simplement fait pirater tous leurs comptes, tous leurs identifiants, bref, leur vie privée était foutue en l'air et il y a des utilisateurs qui ont revendu leurs données sur le web. Heureusement, on a ces trois règles qu'il faut absolument vérifier avant de publier une application quelle qu'elle soit. La première, ça va être de mettre une URL qui est assez compliquée et que les gens ne peuvent pas trouver par hasard. Par exemple, ne surtout pas suivre la structure prénom.netlify.app/login, qui est tout simplement la structure que Netlify met par défaut sur votre compte. Si vous voulez que votre site soit sécurisé, il faut une URL longue qui est peu devinable et essayer de réduire au maximum le pourcentage de chances que quelqu'un tombe sur votre URL par hasard. Il faut savoir qu'il y a des robots qui scannent internet 24 heures sur 24 et quelques minutes seulement après avoir déployé tes tests, ils vont certainement se faire scanner par des robots qui vont essayer de trouver des failles de sécurité. Donc il faut faire vraiment attention à être hyper attentif vis-à-vis de ça. Deuxième chose, toujours faire un review avant de faire un paiement. C'est-à-dire que si votre site va devoir abriter de l'argent ou des données sensibles, il faut absolument qu'un développeur humain review votre site. Honnêtement, ça coûte entre 200 et 500 € pour un audit de base, mais c'est largement rentable face à une fuite de données qui peut coûter jusqu'à 50 000 € par an. Oui, ce sont des chiffres qui existent bien. Et enfin, il faut faire attention à soigner ce fichier-là de manière hyper régulière. Donc toutes les semaines, faites des audits de sites-là, demandez à Claude de vérifier l'architecture, de vérifier de potentielles failles de sécurité, et vous vous en sortirez déjà beaucoup mieux. Maintenant, les apps internes que vous allez pouvoir déployer qui seront en local et qui tourneront seulement sur votre ordinateur, il y a absolument zéro risque, faut pas du tout s'en faire, n'hésitez pas à en construire autant que vous voulez. Mais tout ce qui touche au public va rencontrer des problèmes à un moment ou à un autre, il faut absolument le faire reviewer par un développeur. Le vibe coding c'est bien, ça peut nous emmener vraiment loin, mais faites hyper attention avec ce que vous publiez en ligne. Et c'est bon, j'espère que vous avez apprécié, apprendre tout ce que vous pouvez apprendre et pouvoir commencer à développer des choses sur Claude Code, même si vous n'êtes pas du tout familier avec le monde du développement. Et je vous assure que si vous avez bien suivi cette vidéo
jusqu'au bout, vous êtes plus avancé que 99% des gens qui utilisent déjà Claude Code. Vous êtes normalement désormais capable de mettre en place plein d'applications et de pouvoir automatiser plein d'aspects de votre travail. Maintenant, je sais que la plupart d'entre vous sont des chefs d'entreprise et n'ont pas forcément le temps pour mettre en place tout ça et vous voulez pas forcément vous prendre la tête avec tous ces problèmes de développement. Dans ce cas-là, pas de souci, je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi, il y a mon lien Calendly qui est dans la description. Concrètement, je vais simplement faire une analyse complète de votre activité et vous fournir toutes les opportunités IA potentielles qui pourraient avoir le plus d'impact dès demain dans votre entreprise. Ça vous engage absolument rien, ça vous apporte simplement une clarté sur ce que le marché de l'IA peut vous faire actuellement. Si vous êtes par contre un particulier et que vous souhaitez revendre des solutions IA, dans ce cas-là, je mettrai mon WhatsApp un petit peu plus bas dans la description et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter, je suis là pour ça et je prendrai un grand plaisir à répondre à chacun d'entre vous. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à mettre un like, ça aide vraiment sur de vidéos et sur de contenu et puis ça me dit un petit peu les besoins que vous avez. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos sur ce sujet-là ou si vous avez d'autres sujets que vous voudriez que j'aborde. Merci beaucoup d'être resté jusque là, au revoir.